Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL, deuxième épisode de la saison en ce jeudi 2 décembre. Vous le voyez à ma gauche, Stéphane Rochette qui sera avec nous pour la prochaine heure. Salut Steph. Salut Joe. Tu vas bien? Je vais bien. Prêt pour parler d'NHL là, aujourd'hui. Parce qu'il s'en est passé des choses cette semaine en NHL. C'est vrai? Surtout à Montréal. Rien vu, j'ai rien entendu. T'avais le téléphone fermé, je pense, parce que la planète entière en a entendu parler. Salutations également dans le chat. Vous êtes nombreux déjà à nous saluer. Steve Huard, salutations. Kevin. Il y a également Corinne, Jean-Philippe, Enrique qui sont déjà sur le chat. On vous invite évidemment à nous poser vos questions en commentaire. On tentera d'y répondre tout au long de l'émission. Steph, aujourd'hui, on va parler évidemment des joueurs suisses, les principaux joueurs suisses en NHL. On a également une entrevue réalisée avec Grégory Hoffman la semaine dernière qu'on va écouter. Et par la suite, on va faire un peu le tour de l'actualité en NHL. Donc, commençons tout de suite, Steph. Les joueurs qui ont retenu l'attention cette semaine, les joueurs suisses, évidemment, Timo Meier, comment passer sous le silence les performances de Timo Meier, 4 buts à ses 2 derniers matchs. Il marque des buts, il revient sur le droit chemin. Il faut dire que San Jose, on ne s'attend pas à grand-chose de San Jose cette année. Ce n'est pas une équipe flamboyante. Beaucoup de gens les voyaient tout en bas. Et Timo Meier, je pense, est peut-être le meilleur sniper de cette équipe-là actuellement. Donc, un des meilleurs de la NHL, avec le début de saison qu'il connaît. Là. Et mine de rien, son équipe joue pour 500. Donc, a plus de victoires que de défaites. Pour San Jose, c'est quand même une réussite, mine de rien. Oui, c'est une réussite, clairement. Puis Timo Meier est un rouage très important de cette équipe-là. Il faut dire qu'on s'est débarrassé d'une pomme pourrie, là. Evander Kane, est-ce qu'on peut dire ça? Evander Kane, on l'a envoyé dans la Ligue mineure, on l'a envoyé en AHL maintenant, mais il ne s'est pas présenté encore sur Ferrari. Non, mais là, ce qu'il faut raconter, c'est qu'Evander Kane, c'est frasque après frasque depuis son entrée en NHL. C'est faillite personnelle, c'est histoire de paris, des enquêtes sur des paris. Certificat COVID truqué. Oui, la totale, quoi. Suspension due à ça. Et à la suite de ça, il a été mis de côté par l'équipe, renvoyé dans les mineurs. Et ses coéquipiers ne voulaient même plus le voir, ne voulaient même plus en parler, là, ses coéquipiers, les Sharks de San Jose. C'est un élément perturbateur sur la route, etc. Puis certaines personnes dans le milieu, ça chuchotait qu'il avait une influence négative sur Timo Meier. Timo Meier était d'un de ses bons copains dans le vestiaire, semble-t-il. Et ça le tirait un petit peu en bas, selon certaines rumeurs. Et je pense que c'est une bonne nouvelle si on a réussi à sortir ce personnage, disons, spécial, Evander Kane. Ça me fait penser à des joueurs de NHL qui ont eu des histoires toute leur carrière, puis après leur carrière, ça finit très, très, très mal en général. Faillite personnelle à la rue, alors que le gars, il a gagné des millions. Oui, parce qu'Evander Kane, c'est un gros contrat qu'il a en ce moment avec les Sharks. Il a fait de l'argent beaucoup. Oui, mais il a des dettes partout, etc. Donc, c'est des gars qui sont incapables de se gérer en dehors de la patinoire. Et ça risque de très mal finir. En général, on a des suites quelques années après, on entend des trucs, etc. On a vu Bob Probert à l'époque. Mais c'est le danger, Steph, de donner des millions à des joueurs de 18 ans qui parfois sont laissés un peu à eux-mêmes. Ah, ben ça, c'est toujours le problème. Bon, les agents s'en occupent. Moi, je sais quelque chose un peu de ça. C'est que les agences, en général, s'occupent des joueurs en disant « Attention, là, tu peux pas faire n'importe quoi. On a telle personne qui peut te prendre en charge, telle personne qui peut te prendre en charge. Tu seras sollicité. » On leur donne beaucoup de trucs d'informations, notamment sur les réseaux sociaux, ce que tu peux faire, ne pas faire, ce que tu peux publier. Faire très attention à ton cercle d'amis, quand tu fais n'importe quoi en dehors de la patinoire, de te surveiller. Évidemment, la gestion de l'argent est un autre problème. Et là, quand je pense au contrat que Jack Hughes vient de signer, dans 8 millions par année, 8 ans, 64 millions, le gamin, il a 21 ans, un peu comme rien prouvé encore. Absolument rien prouvé, bourré de talent, mais rien prouvé. Je dirais aussi la même chose de Ishii, même si certaines personnes ne vont pas apprécier ce que je dis là. Ishii a signé un contrat alors qu'il n'avait pas prouvé grand-chose. Une première bonne saison a été mise en avant. Donc, ces gars-là sont tout le temps mis en avant, mis dans des bonnes situations pour produire. Et puis, depuis ce temps-là, Ishii est un bon joueur de centre, un 2 ou 3e joueur de centre dans cette ligue-là. Il a obtenu un contrat supérieur à Marchand, à Bergeron, à McKinnon, etc. Donc, tant mieux pour lui. Mais au bout d'un moment, je me dis, Suzuki a signé pour 64 millions à Montréal après son entry level. Il faut savoir que les 3 premières années, les joueurs sont limités à 1 million de salaire avec des bonus. Puis après, ils deviennent agents libres avec restriction. À l'époque, tu te souviens, on avait toujours ces contrats. Après le contrat d'entrée, on avait un contrat pont où, je me souviens, Piquet Souban avait fait la grève pour ça parce qu'il voulait plus. Carey Price, on leur donne un contrat pont de 2-3 millions par année entre deux avant
de toucher le jackpot quand ils vont obtenir le statut d'agent libre sans restriction. Et là, ces joueurs-là qui deviennent agents libres avec restriction, comme Kotkaniemi l'était avant l'offre hostile, on leur offre déjà un statut des salaires de superstars dans cette ligue. On est rendu là. Mais Steph, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que la Ligue nationale change par rapport à avant. Avant, on payait ce que le joueur avait fait. Tu avais fait 5 saisons de 20 buts, on te donnait tant de millions. Ouais, maintenant, on juge que tu peux devenir tel genre de joueur. Ouais. On va te payer pour ça. Et c'est un danger, mais en même temps, si par exemple Jack Hughes devient Jack Hughes, si Nick Suzuki devient Nick Suzuki, ce qu'on espère du côté du Canadien de Montréal, si Nico Hischier devient l'un des meilleurs centres two-way de la Ligue nationale, par exemple, à ce moment-là, c'est ça, dans 3-4 ans, il va mériter son salaire. Peut-être que dans 7-8 ans, il va être mal payé parce qu'on va peut-être être rendu à 15 millions. C'est aussi le truc. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aimerais bien aller voir mon patron et lui dire, écoute, j'aimerais ça que tu me payes pour ce que je pense que je peux devenir dans 3-4 ans. Ce que je peux apporter à MySports. Écoute, non, mais c'est vrai. Tu négocieras en même temps. Non, mais c'est toujours le même. Mais je suis heureux, je suis content pour eux, sauf que là, on est rendu là. Il faut accepter le fait qu'on est rendu là. C'est comme les salaires en Suisse, ça augmente. Les gens n'y croient pas. Tout le monde, on est encore dans la logique. C'est trop pour un joueur de hockey. Mais on est rendu là. J'ai une réaction un peu comme les gens en Suisse qui apprennent les salaires par rapport à ces deux jeunes-là qui ont signé des contrats, mais faramineux. Cale Makar, c'est un peu la même chose aussi. Ouais. Ben, écoute, on parle des Devils du New Jersey. Nico Hischier, qui est, malgré le retour de Jack Hughes, est resté au centre du premier trio. Ouais. Je commentais le dernier match du New Jersey qu'on a présenté ici sur MySports il y a 2 semaines avec Danny Gélina, puis on se posait la question, lorsque Jack Hughes allait revenir, où allait se positionner Hischier, parce que Dawson Mercer, qui est un jeune joueur de centre, que je connais très éclos, un joueur qui, à son premier camp d'entraînement, a fait sa place au New Jersey, qui joue très bien, l'une des meilleures recrues de la saison. Qu'est-ce qui allait se passer avec Hischier? Ben là, on semble y aller dans la direction de mettre Hughes à gauche puis de garder Hischier au centre. Ah, c'est clair que Hischier, c'est un joueur de centre naturel. On ne peut pas aller contre ça. Maintenant, est-ce que Jack Hughes peut s'adapter à l'aile? Moins de responsabilités défensives, plus foufou en attaque, parce que Jack Hughes, là, il tourne comme une hélice. Hein? Lui, il ne s'arrête pas beaucoup en zone de défense, machin. Donc, défensivement, Jack Hughes, on s'entend non, mais c'est un centre qui joue d'un côté. Lui, il va aller marquer des buts. Moi, je l'ai vu dans les camps en Californie. Je l'ai vu. Lui, c'est un gars qui pense à lui. Et puis, je ne sais pas qu'il est selfish parce que c'est un bon joueur qui passe tes rondelles, mais c'est un joueur qui est particulier. Puis il tourne. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes dans ta zone. Hein. Peut-être que le coach s'est dit, Hischier est assez responsable défensivement. En tout cas, c'est la réputation qu'il a. En mettant Jack Hughes, qui lui va pouvoir flotter puis partir à gauche, à droite, peut-être qu'il va produire plus offensivement. À voir. Là, il revient de blessure, mais Jack Hughes a toujours joué au centre. C'est lui qui feedait notre ami Cole Caulfield, oui. qui marquait des buts à une certaine époque. On en reviendra plus tard. On va finir parce que on parle tous les ans. Mais bon, il y a Dawson Mercer aussi qui peut jouer à l'aile. L'avantage de Mercer par rapport à Hughes, c'est que lui aussi, c'est un centre qui est responsable défensivement. Oui. Même si c'est une fine gâchette offensive. C'est un joueur beaucoup plus complet pas Hischier, mais que Jack Hughes. Donc là, pour l'instant, on préfère mettre Hughes à gauche. Hischier qui ne collait pas une vilaine saison. Mais là, je pense que pour Nico Hischier, on a ce à quoi on peut s'attendre de lui. 13 points en 20 matchs, 2 buts. C'est un joueur responsable. 2 buts. Oui, mais il y a dans le chat, il y a Jean-Philippe dans le chat qui dit impossible qu'Hischier devienne un top gun. Je pense qu'on a fait le deuil de ça en NHL. Ça sera pas un 80-100 points par année. Ça va être un gars de 60 points, 50. Peut-être un Jonathan Toews. Dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. Jonathan Toews était plus physique, était un rôle dans le meilleur des mondes. Jonathan Toews, c'est un gars de 60-70 points. Il a fait quelques années plus, mais écoutez, Hischier, honnêtement, pour un premier overall, on peut s'attendre à plus d'un premier overall. Après, vous allez me dire, il n'y a pas que l'offensive, il y a la défensive. Et si vous regardez des Barkov et tout ça, Barkov, c'est une autre dimension. Je veux dire, si vous regardez les premiers overall, Matthews, Tavares, McDavid, là, on est dans une autre dimension. Il faut avouer que c'est probablement le moins bon first overall depuis pas mal d'années. Mais c'était une année faible. C'était une année faible. Tout le monde le disait au moment de la draft. Et d'ailleurs, Jean-Philippe dit dans le chat,
que Ishier fut drafté beaucoup trop tôt. Je remonte son draft. Ishier premier, Nolan Patrick deuxième, 2 erreurs. Patrick, c'est Patrick a été blessé. Il a été commotion, ça l'a ralenti. Lui, c'est beaucoup aussi son physique. C'est un gars, à 15 ans, c'était un homme. Là, je sais pas là. Mais par contre, les 3 choix suivants, Miro Heiskanen qui joue à Dallas, un défenseur, un très bon défenseur. Oui. Cale Makar au Colorado. Superstar. Et Elias Pettersson à Vancouver. Lui, il marche pas bien cette année. Lui, c'est un gars qui peut être sur le courant alternatif. Lui, c'est un spectaculaire, mais pas tous les soirs. Mais si on refait le draft là, ben Ishier qui glisse. Je pense qu'il peut rester, il peut espérer rester dans le top 10. Il y a Nick Suzuki aussi qui avait été drafté 13e. Moi, je prends Nick Suzuki avant Ishier. Désolé, là, mais je prends Nick Suzuki. Je pense que Nick Suzuki va venir offensivement, va devenir un meilleur joueur que Nico Hischier. Ça va être un centre numéro 1 dans cette ligue à terme. Et je regarde aller Nick Suzuki. Il a des mains, il a une vision, il a un shoot, il est deceiving. Voilà, donc moi je pense que je prends. Voilà, il y en a quelques-uns aussi. Moi, je me dis ce qui sort top 10, je sais pas, probablement, mais. Voilà, tant mieux pour lui, encore une fois, mais Cale Makar, à mon avis, est le gros joueur de ce draft, sérieusement. Heiskanen est excellent aussi, c'est un défenseur, c'est toujours difficile de le comparer. Mais Ishier, ça va devenir un bon 2e, voire 3e joueur de centre au New Jersey, parce que là, Hughes, éventuellement, va finir au centre, je pense, à moi qui. Et Dawson Mercer, à mon avis, va devenir un meilleur joueur que Nico Hischier. Dawson Mercer qui a été repêché 19e, je pense. Que je connais parce que mon fils le connaît bien, il fait des camps avec lui, je l'ai vu jouer à nombreuses reprises à Chicoutimi. Ils se sont tout juste ratés à Chicoutimi parce que Mercer avait été acquis quand Théo avait été échangé. Mais ils ont fait des camps ensemble en Californie parce qu'ils sont dans la même agence avec l'agence de Pat Brisson avec CA. Et puis Théo a sorti quelques soirs avec Mercer. Ils se connaissent bien, ils s'échangent régulièrement des messages. Et Théo ne tarit pas d'éloges dans son endroit. Il dit c'est vraiment un super gars déjà, une bonne personne, et puis c'est un joueur, il dit un sens d'anticipation. Il n'est pas beau à voir patiner, mais un sens d'anticipation. Il peut shooter le puck, il peut passer. Il à la récupération du puck, il est incroyable. Et ça, moi, je pense que Dawson Mercer, là, ça va être lui aussi, je pense qu'il va signer pour quelques millions. Là, il n'y aura pas de contrat pour non plus. Non, je pense pas, non. Il y a également Nino Niederreiter qui a effectué son retour au jeu il y a quelques matchs déjà. 3 points ces 3 derniers matchs. 7 points en 15 matchs depuis le début de la saison avec une très bonne équipe, les Hurricanes de Caroline. Donc lui, c'est une belle opportunité de se rendre loin en série cette saison avec ce club. Il y a Pius Suter également qui a 4 points à ses 4 derniers matchs. 11 en 24 cette saison. Comme deuxième centre dans un club qui est en reconstruction, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus ce qui va lui garantir un poste avec une excellente équipe dans le futur. Non, Pius Suter, on s'entend. Est-ce que c'est un centre déjà? Je suis pas certain. Je pense qu'il peut jouer en Suisse, il a joué à l'aile beaucoup. Il peut jouer aux 2 positions, disons. Mais depuis qu'il est dans la NHL, il ne fait que jouer au centre. Il est arrivé à Chicago. Tu sais, des fois, ça prend un petit peu de chance. Hein. Lui, il a été signé à Chicago parce que Mark Crawford était là et il l'avait coaché à Zurich. Et puis, donc, il a eu sa chance. Il est arrivé dans une année où on a une pénurie de joueurs de centre. Taze a été blessé pour la saison. Donc, il est arrivé, il a eu sa chance puis il a sauté dessus. C'est un peu plus compliqué que pour Kourachev, qui est renvoyé dans les mineurs maintenant. Et puis, Suter a profité de ça pour jouer. Puis il a bien fait, il faut le dire. C'est un joueur qui a un bon sens du jeu, qui peut marquer des buts. Mais ça reste un gars, probablement un 3e joueur de centre dans une bonne équipe, un 2e dans une équipe comme Détroit éventuellement, ce qui est vraiment pas mal, on s'entend. Lui, il a signé un joli contrat aussi, mais c'est pas un gars qui va affoler les compteurs non plus. Il n'a pas le potentiel pour faire un point par match dans cette ligue-là, évidemment. Mais peut-être qu'on pourrait être appelé éventuellement à le ramener à l'aile. Il y a Joe Veleno qui joue au centre, qui est une recrue du côté de Détroit. Ouais. Il y a quelques bons jeunes qui poussent. Peut-être qu'éventuellement, Suter va être placé à droite, ou à gauche plutôt, et qui pourra peut-être un peu plus se concentrer sur l'attaque. Parce qu'en NHL, un bon centre, c'est sur les 2 centres de patinoire que tu penses, autant offensivement que défensivement. C'est beaucoup de responsabilité au centre. Hein? Alors qu'à l'aile, tu peux peut-être un peu plus penser à l'attaque. Tu peux tricher plus à l'aile, tu peux beaucoup plus tricher sur le côté offensif parce que
comme joueur de centre, tu as beaucoup de responsabilités. Déjà, les engagements. Les engagements, ça bouffe beaucoup d'énergie. Les gens ne se rendent pas compte. Mais quand tu mets la canne sur la glace, tu dois forcer. Déjà, au bout de ton chiffre, là, tu viens de gaspiller 10 secondes d'effort. Déjà, avec ton engagement. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Tu pars arrêter. Tandis que, évidemment, les alliés aussi, mais ils sont vite en mouvement. Et ils ont beaucoup moins de responsabilités défensives dans l'ensemble. Les alliés peuvent plus tricher. Tu as plus d'énergie pour partir en attaque qu'un joueur de centre qui, évidemment, dans le hockey moderne, le premier à back-checker qu'on appelle le F1, c'est l'ailier, ben, il joue le rôle du joueur de centre, puis le centre s'en va à l'aile. Mais une fois sur 2 ou 2 fois sur 3, c'est le joueur de centre qui fait quand même ce job-là. Il y a un switch qui se fait. Tu as quand même plus de responsabilités. C'est souvent le dernier à sortir de ta zone. Ça y fait aussi. Regardez Patrice Bergeron. Patrice Bergeron à Boston, il est souvent le dernier à sortir de la zone. Marchand et Pastrnak sont partis. Puis lui, il graffigne dans la zone de défense. Donc, voilà. Donc, il a toujours moins de points que les deux autres parce qu'il ne peut pas tricher sur le côté offensif. Par contre, s'il ne part pas le jeu, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et Pius Suter, ben, est-ce qu'il a le coffre pour être un gars two-way, machin? Ouais. Moi, je pense que c'est un troisième joueur de centre dans une... ce qui est bien quand même, mais c'est comme Nino Niederreiter. On peut en parler aussi. Niederreiter, c'est un power forward. Hein? Lui, il est sorti 5e overall. Est-ce qu'il a la carrière d'un 5e overall? Pas du tout. Pas du tout. On s'entend. Les gens vont dire, négatif. Là, il a fait plusieurs clubs aussi. Ben, c'est ça. Lui, ça prouve que... c'est à Minnesota. Là, il est dans une bonne équipe. Lui, c'est un power forward. La Suisse, aux Jeux olympiques, on va être content de l'avoir parce qu'on n'a pas beaucoup ce type de joueur-là ici. Mais ça reste pas un gars qui... C'est un gars qui a fait 1 point par match à son année de repêchage. Il y a des tonnes de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Mais lui, c'est son gabarit. Il joue à Portland. Il joue à Portland, un club très exposé, comme Simon Knack, il jouait là, où il y a beaucoup de scouts, c'est dans la Western Hockey League, etc. Donc, beaucoup d'exposure. Puis, c'est un homme. C'est comme Siegenthaler, c'est un homme. À 16-17 ans, c'est un homme. Comme Sven Barchi aussi, qui a joué dans l'Ouest. C'est des hommes à 17 ans. Donc là, forcément, les équipes, quand ils repêchent tôt, en général, ils veulent des hommes parce que c'est plus rassurant, parce que tu es sûr que lui, tu sais ce qu'il va te donner là, maintenant. Quand tu repêches un gars à plus petit gabarit, que la croissance n'est pas finie, etc., c'est plus de la projection, puis c'est dans 2, 3, 4 ans. Donc là, les GM, les scouts, ils ont des comptes à rendre. Puis quand tu repêches un gars qui est NHL ready, qui peut jouer physiquement, ben tu dis, regardez, il est déjà en NHL, etc., c'est plus facile à vendre. Pensez à Kako avec les Rangers de New York. Ouais. Excuse-moi, là, mais Kako, 2e overall, là. C'est pas ça. Puis même Lafrenière. Lafrenière, qui est un Québécois que j'ai vu jouer souvent. Moi, je le regardais jouer dans le junior majeur du Québec. Puis il jouait pas de la bonne façon. C'était trop facile. C'est un homme. Regardez-le sur le banc, Lafrenière. Là. Il a une barbe comme toi. Ouais. Il a l'air d'un gars de 30 ans sur le banc. Et en plus, il est late dans son année. Oui, late, ça il a veut fait dire 3 ans junior. Il a fait 3 ans junior avant de pouvoir être repêché. Donc, il est né dans les septembre, octobre, novembre. C'est à partir des joueurs après le 15 septembre puis avant le 31 décembre, c'est les late. Donc, lui, il a fait 3 années junior. Cette cas, Sven Berchi était dans cette situation-là sur Ferrer. C'est un gars qui est né au mois de novembre, je pense. Et ça donne un sacré avantage. Dawson Mercer, c'est un late. Une année de plus aussi. Ben oui, c'est une année de plus de développement. C'est une année de plus à jouer. T'es évalué avec des gars qui ont fait 2 ans junior ou 1 an junior versus toi, quand t'en fais 3. Donc, t'as de l'expérience en plus, c'est du millage. Puis, Lafrenière, c'est un gars qui était mature physiquement, qui était puissant, etc. Il passait à côté des gars en junior, puis avec un bras, il est tassé, etc. Oui, il est très, très bon, etc. Mais ça influence beaucoup parce que dans le junior, tu as du succès parce que c'est un homme qui joue contre des grands ados. Et quand tu arrives dans le pro, tu es juste avec des hommes. Et là, tu peux plus tricher. Il y a plein de petits trucs que tu faisais dans le junior qui ne fonctionnent plus. Et puis, où il jouait à Rimouski, Lafrenière, le coach Serge Beausoleil, que je connais, lui, c'est star. Il a fait jouer 25 minutes par match. À 25 minutes par match, tu as plus de chances de faire des points qu'à 18-20 dans une formation normale. Il met en avant. Mais c'est pas ça le hockey. Là. Tu joues pas 25 minutes comme attaquant dans le pro. C'est pas ça le hockey. Oui, parce que si tu as 25 minutes, tu as toutes les power plays, etc., forcément, tu accumules des points. C'est super pour l'organisation. Tu vends des joueurs qui sont pêchés tôt. Mais quand le joueur revient dans un chiffre normal où tu joues entre 15 et 20 minutes, 18-20 minutes... Attends, là, t'es tout perdu. Là. Moi, j'en connais un cette année qui vit ça. Là, puis il dit, attends, moi, je suis habitué de jouer aux 2 chiffres. Puis là, je joue aux 3 chiffres, des fois aux 4. Ouais, mais c'est après ça que tu peux calculer les stats avancés, les points par 60 minutes de jeu. Des fois, on voit des petits trucs. Mais tout ça pour dire qu'il était livré à lui-même.
Il faisait ce qu'il voulait. Il laissait ça sur la glace 2 minutes. Donc, moi, je me souviens d'avoir parlé à un entraîneur très connu de junior majeur du Québec. Il m'a dit, Steph, lui, il va avoir de la misère rendu en haut parce qu'il ne joue pas de la bonne façon. Il a développé un paquet de mauvaises habitudes. C'est en plein ce qu'on vit maintenant. Il a de la peine à faire sa place. Et ça fait réagir ce que tu dis. Il y a Jean-Philippe qui dit le problème, un peu dans le même sens que tu allais, là, le problème des jeunes joueurs qui ont un corps d'homme, c'est qu'une fois arrivés avec des vrais hommes, leur physique n'est plus un avantage. Lafrenière, d'ailleurs, joue en 3e ligne. Sébastien dit, certains comparent Lafrenière à Alexandre Daigle, un gros flop. Je trouve ça tôt pour parler de flop dans le cas d'Alexis Lafrenière. Je pense pas. Ça va peut-être pas devenir le top gun de la NHL, le top 10 scorer. Mais c'est différent, c'est un profil différent. Ouais. Daigle avait aussi, c'était une configuration différente. Je pense pas que ça va être un flop à ce point-là, non. Steve Huard, et ça, il me l'a fait à McMatch, il a fait la comparaison, un comparable pour Lafrenière, c'est Elias Pettersson. Lui, c'est le type de joueur qui le compare. Jean-Philippe qui dit qu'Aco est sur une superbe lancée depuis 11 matchs. C'est vrai que ça va mieux pour Capo Caco, mais c'est quand même sa 3e saison. Donc, même s'il était NHL ready, parce qu'on disait qu'il était déjà prêt à son année de draft d'entrée en NHL, avait joué un superbe championnat du monde d'ailleurs avec la Finlande contre des joueurs pros. Ça prend quand même du temps à éclore en NHL. C'est toute la difficulté. Le problème aussi de ces gars qui sont repêchés tôt, c'est que c'est comme automatique. Les équipes ont comme pas le choix de les faire jouer à la première année. C'est une règle non écrite. Tu n'es pas premier overall. Tu dois jouer en NHL parce que tu... Hey, Jack Hughes, à sa première année, excuse-moi, il était pas prêt physiquement. Là. On l'a lancé dans le truc, il s'est débrouillé, mais ça a été compliqué aussi. Il y a quoi, 17 points, je pense, quelque chose comme ça. Mais tu vois, un des seuls joueurs dans les dernières années, là, top 2 ou top 3, il y a Quinton Byfield qui n'a pas joué l'année de repêchage de Lafrenière. Lui est retourné dans le junior. Mais sinon, une des vedettes en ce moment en NHL qui n'avait pas joué à sa première année, c'est Jonathan Huberdeau qui avait sorti 3e overall. Ouais. Et pourtant, il avait le physique de l'emploi. Physiquement, tu le regardais, tu disais, il était prêt et tout. Ils l'ont retourné junior et regardez où il est rendu. Rapidement, il a fait sa marque avec les Panthers. Et maintenant, c'est un des meilleurs attaquants de la Ligue. On a Owen Power, là, qui a été repêché l'année passée, le premier. Il est retourné à l'Université du Michigan. Mais c'est lui qui a décidé de le faire, par contre. Oui, lui, il a dit, moi, je suis pas prêt. J'ai pas envie de m'embarquer là-dedans maintenant. Je retourne me développer, former, etc. Puis lui, physiquement, on s'entend qu'il est prêt. Là. Ouais. Bon, rapidement, pour terminer sur les joueurs suisses, il y a Roman Josi, évidemment, encore une belle saison pour Josi. Quel joueur là, OK. Il va être certainement dans les 3 finalistes pour le trophée Norris si ça se poursuit comme ça. Il y a plusieurs médias qui ont sorti leur classement au quart de la saison, là, des défenseurs qu'ils voyaient comme étant les favoris pour le Norris. Il y a Aaron Ekblad en Floride. Il y a Roman Josi, évidemment. Cale Makar fait partie du lot. Mais Josi, c'est c'est un autre, il est incroyable. C'est le meilleur joueur suisse qu'il a jamais eu, je pense, honnêtement. Là. Il n'y a aucune base de comparaison. Pour moi, Josi, il est dans une classe à part. Meyer est bon. OK, au niveau offensif, à NHL, probablement le meilleur attaquant qu'on a jamais eu. Ishii, ça reste un bon joueur. Mais je pense que Roman Josi, il est dominant. Il a une glisse, il est facile. Tu ne sais pas s'il joue en avant ou en arrière. Il se porte à l'attaque, il revient rapidement. Il a un patinage tellement fluide que dans la Ligue nationale, ça prend ça aussi. C'est ça. Il est à part. C'est un défenseur qui joue pas comme les autres défenseurs. Et Sébastien dit Josi est très, très constant depuis bien longtemps. Et c'est vrai que c'est important la constance dans cette ligue-là. Il y a Sébastien qui nous avait dit un peu plus tôt, en espérant qu'Hoffman monte gentiment dans l'alignement, ça fait... c'est parfait pour commencer à parler de Greg Hoffman, qui n'a pas joué les derniers matchs. Greg Hoffman, il a été laissé de côté. On lui préfère d'autres joueurs dans l'alignement. A eu quand même des chances sur le deuxième bloc avec Max Domi, avec Roslovic aussi au centre. Première saison, Steph, j'aimerais avoir ton évaluation d'Hoffman. C'est 6 points en 18 matchs, mais souvent utilisé sur la 4e ligne. La question est que Hoffman est un joueur de 4e ligne? La réponse est non. Bon. Alors, s'il reste en 4e ligne, tu ne vas jamais pouvoir exploiter son potentiel. Est-ce que c'est un gars qui frappe, qui peut jouer sur une checking line, qui joue absolument... Non, c'est pas un joueur de 4e ligne. Donc, s'il ne l'aligne pas dans les 3 premiers blocs, voire dans le top 6, peut-être... S'il ne l'accompagne pas, s'il ne donne pas un bon joueur de centre, qui peut le laisser, qui peut comme on dit, le pogner sur le fly et tout, s'il ne le laisse pas patiner, s'il ne le laisse pas faire ces trucs flamboyants, ça va être compliqué. Est-ce que Hoffman va tolérer ça?
Puis là, s'il le met sur le quatrième bloc, puis scratch, il va finir la saison avec des statistiques affreuses. Bon, tu vas me dire, il y a autant de buts que Nico Ishii, hein? Quand même. On s'entend? OK. Donc, voilà. Mais, et puis là, évidemment, pour son prochain contrat, ça va donner quoi? On va y reposer. On va, parce qu'il y a des échelles en NHL. On ne fera pas un cadeau parce que c'est Hoffman. Non. Donc, on va lui proposer encore un contrat d'1 million par année, de 750 000, un entry level. Il fait plus d'argent ici, là, dans le net, là, on s'entend. Donc, là, à un moment donné, il va dire, bon, OK, j'ai essayé. Ou peut-être qu'il y a une autre équipe qui va prendre une chance avec lui, mais. On sait pourquoi Hoffman était à Nashville, c'est à cause pas à Nashville, à Columbus, c'est parce que c'est à cause de Rick Nash. Ouais. Rick Nash le connaît, Rick Nash est dans l'organisation de Nashville, puis là, c'est comme ça que ça fonctionne. Les joueurs qui n'ont pas été repêchés, bon, Hoffman a été repêché, mais Shooter n'a pas été repêché, Kubalik, etc. Les joueurs qui ne sont pas repêchés, après, s'ils sont assez bons, ça fonctionne par contact. Il y en a un qui le connaît, qui l'a coaché, qui l'a vu là au championnat du monde, qui l'a croisé. Il y a toujours une espèce de « oui, c'est bien, mais on peut prendre un pari sur lui ». C'est comme ça que ça fonctionne. Il est là pour ça. Est-ce qu'une autre équipe va lui donner cette chance-là? J'en sais rien. Elle est venue tard, cette offre-là, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est dominant dans le championnat. Oui, et ce qui joue peut-être en défaveur de Greg Hoffman, c'est qu'à 28 ans, c'est une recrue, mais à 28 ans, c'est pas un haut choix de Columbus, c'est pas un produit des Blue Jackets. On est allé le chercher pour faire une fleur à Rick Nash, on l'amène, on lui donne un contrat, c'est de la profondeur en attaque. Exact. Mais un haut choix de repêchage va avoir 1-2 prises avant d'être retiré. 3 même. 3 prises et parfois plus aussi, mais Hoffman n'a pas ce luxe-là. Donc Hoffman doit produire dès qu'il a une chance tout de suite. Et se prouver. Et souhaitons-lui qu'il fasse un retour dans la formation le plus rapidement possible. Steph, on va tout de suite se diriger vers l'entrevue que j'ai faite la semaine dernière avec Greg Hoffman. Jeudi dernier, en fait, il y a une semaine exactement, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le numéro 15 des Blue Jackets de Columbus. On lui a parlé d'ailleurs de son rôle au sein de l'équipe. On lui a parlé de son adaptation du côté de l'Amérique du Nord. Et également de comment il s'est senti une fois qu'il a marqué son premier but en NHL. Donc, ça dure à peu près une 12aine de minutes. On écoute ça ensemble. On est avec Grégory Hoffman des Columbus Blue Jackets. Grégory, tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir. On va commencer avec une question simple. Comment vas-tu et comment se passe ta vie nord-américaine? Ça se passe bien. C'est une expérience qui a des hauts et des bas jusqu'à maintenant. Mais bon, j'apprends tous les jours. Je suis arrivé ici le 1er septembre et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées pour moi. Et on est en pleine saison, donc c'est bien que je peux jouer et apprendre cette ligue ici. On va faire un petit retour dans le temps. Le printemps dernier, je t'ai croisé sur la patinoire de la Bossard Arena. Tu venais de soulever le trophée du champion. C'était la fête et quelques jours plus tard, tu as annoncé que tu partais en Amérique du Nord rejoindre les Columbus Blue Jackets. Qu'est-ce qui, pour toi, a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, c'est bon, là, je fais le saut, je pars en Amérique du Nord? Pour moi, l'élément déclencheur, ça a été les championnats du monde où j'ai eu de bonnes performances et j'ai réussi à soulever encore mon niveau d'un cran au niveau international. Puis c'est là que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais si je veux aller essayer en NHL. J'ai pas vraiment grand-chose à perdre et je veux pas avoir de regrets surtout après à la fin de ma carrière. Donc c'est là que après je peux le monde très rapidement, c'est là que j'ai pris la décision pour partir en NHL. Quelle a été ta plus grande adaptation au style de jeu nord-américain? C'est difficile à dire. Je crois que il y a beaucoup de choses qui font que tu dois t'adapter, non? Il y a pas que le hockey, il y a les voyages, il y a le camp d'entraînement au début, il y a le rôle que tu as dans l'équipe, parce qu'il y a quand même un rôle bien défini, que ce soit si tu joues en première ligne ou si tu joues sur la quatrième. Il y a l'ajustation de la petite patinoire qui est quand même... Quoi qu'on veut dire, c'est différent. Tu joues contre les meilleurs défenseurs au monde sur une patinoire plus serrée, donc tu dois t'adapter aussi.
Donc, tous ces facteurs-là, ça prend un peu de temps. Puis c'est ça peut-être que je m'étais imaginé un peu différemment. J'ai cru que ça allait prendre un peu plus vite, tout ça. Et non, il faut jouer, il faut avoir du temps de glace pour pouvoir s'adapter et prendre ses marques. Tu parlais d'adapter ton jeu si tu joues sur un trio offensif ou sur le quatrième trio. Tu as quand même été plusieurs fois utilisé sur le quatrième trio depuis le début de la saison avec les Blue Jackets. Est-ce que c'était difficile? En quoi tu as changé ton jeu? Parce que tu es un joueur qui est habitué de remplir le goal et d'avoir beaucoup de points par saison. Mais je savais que j'allais pas recevoir ma place tout de suite dans les premières deux lignes. Je pense qu'il y a certaines règles à respecter ici en NHL et il faut faire sa place. Et quand tu as l'opportunité de faire ta place, il faut être bon au moment présent. Donc voilà, jouer sur la 4, tu joues quand même avec des très bons joueurs et il faut par contre savoir défendre très très fort. La plupart du temps, une quatrième ligne va jouer contre les meilleures lignes adverses. Et faut se préparer à avoir un rôle plus défensif dans la tête que vouloir aller marquer à chaque fois. Et ça aussi, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour moi et j'apprends à le faire, mais je suis pas satisfait avec ça, de loin pas. J'essaie maintenant de vraiment chaque match montrer encore plus de mon jeu et essayer d'aller grappiller des places vers le haut. On t'a annoncé tout juste avant le début de la saison que tu faisais l'équipe, que tu étais sélectionné parmi les 23 joueurs de la formation. Comment ça s'est passé quand on t'a annoncé là, que tu étais pris pour être un Columbus Blue Jackets? Ben, ça s'annonce pas. Ça s'annonce pas. Ça annonce plutôt les gars qui sont pas pris. Donc, on arrivait au camp d'entraînement le dernier jour. On savait que c'était le cut final pour les places. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ils appellent les gars qui vont pas faire l'équipe ou qui vont être sur les waivers ou qui vont descendre en HL. Et tu espères juste pas en faire partie. Et après, le temps, il passe. Tu sais que tu n'as pas été appelé. Donc, c'est positif pour toi. Et puis, tu peux rentrer à la maison. Mais est-ce que tu as quand même eu une rencontre, que ce soit avec ton coach ou un assistant coach, pour te dire un peu qu'est-ce qu'ils attendaient de toi? Quels étaient les objectifs pour toi à court ou moyen terme? Non, pas vraiment. J'ai eu des discussions avec le coach plus vers le début de la saison, quand ça a commencé, sur ce que je pouvais apporter au groupe. Mais après, encore une fois, ça dépend tellement dans le rôle que le coach il veut te mettre. Si le coach il te dit ce soir, je vais te mettre avec 2 gars offensifs et je veux que tu fasses la différence, c'est comme ça que tu dois te préparer. Mais il m'a aussi dit des fois, ce soir, tu joues sur la carte et puis j'ai envie que tu apportes de l'énergie à l'équipe et que tu joues super bien défensivement et que vous ne preniez pas de goal. Donc, ça dépend un peu de la situation, mais jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est ça aussi l'expérience. Je pense que j'ai pu avoir en Suisse qui me permet de contrôler certaines émotions ici et pas de m'impatienter ou de devenir trop nerveux sur ce qui se passe. Je pense que la saison est très longue en Amérique et il faut faire sa place et essayer de faire le mieux possible. Au début de l'entrevue, tu parlais d'adaptation. Tu es entré dans un club où il y avait déjà un joueur que tu connaissais bien, au moins un du moins. C'est le gardien de but Elvis Merzlikins, avec qui tu avais joué pendant 4 saisons avec le HC Lugano. Est-ce que ça t'a aidé à t'habituer, que ce soit au style de vie nord-américain, à la vie là-bas ou au jeu? Oui, non, énormément. Elvis, déjà, il m'a beaucoup aidé, que ce soit en dehors de la glace. J'habite assez près de chez lui, donc il m'a pu me montrer un peu les coins, les endroits ici pour vivre. Et puis après, tout ce qui est un peu l'organisation sur la glace, dans le vestiaire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Il y a quelques règles quand même à respecter. Et puis, il était là pour
pour m'aider. Donc, c'est très important qu'il soit là pour moi. Puis bon, il est en train de faire une super saison jusqu'à maintenant. Les matchs qu'il a joués, il est vraiment, vraiment solide. Puis ouais, ça fait plaisir parce que il a quand même vécu un été là avec le décès de Matisse qui était pas facile. Puis le voir jouer puis aider l'équipe comme ça, c'est super. Puis c'est bien pour nous. Tu as marqué ton premier but en NHL le 25 octobre face aux Stars de Dallas. Quand on a une carrière aussi bien garnie que la tienne, une feuille de route aussi bien garnie que la tienne, avec un championnat en Suisse, avec de nombreuses années comme professionnel, est-ce que ce premier but en NHL est aussi spécial? Comment tu t'es senti quand tu as marqué ton premier but? Je me suis senti incroyablement bien, non, parce qu'on a gagné en plus, je crois que c'est le game winning goal contre Dallas. Donc, puis c'était important pour moi parce que les matchs, tous les premiers matchs d'avant, j'avais un rôle assez défensif. Et puis le coach, avant le match, il est venu vers moi, il m'a dit ouais, ce soir, je vais te mettre sur une deuxième ligne et puis tu vas jouer avec des gars offensifs. Et donc, voilà, ils s'attendent aussi à ce que tu répondes aux prestations. Et c'était bien que je le marque. Après, quand tu marques premier goal NHL, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent dans la tête, surtout le fait qu'à 28 ans, je crois, j'ai reçu le prix du plus vieux joueur de Columbus à marquer son premier goal. Donc, je suis rentré dans l'histoire. Mais non, en termes d'émotion, c'était super. J'ai repensé à ma carrière, à ma famille, et puis à ce que le nombre de fois où on en a parlé de cette NHL. Et puis voilà, maintenant, je l'y suis. Et je peux travailler dans cette ligue et essayer de m'améliorer et devenir encore un joueur avec plus d'atouts à mon jeu. Tu as été mis en tribune dernièrement, tu as été laissé de côté pour un match. Comment as-tu pris la décision? Est-ce que c'était un coup de fouet, un peu un électrochoc, que tu l'as pris comme ça? Est-ce que c'était une petite frustration parce que tu es quand même revenu fort de tout ça? Ouais, tu veux jamais être scratch pour les matchs. Donc, bien sûr qu'il y a un peu de tout. Après, voilà, j'apprends aussi avec l'âge puis les années que voilà, les places sont chères ici. Je veux dire, il y a pas beaucoup de gars qui vont être scratch à Columbus. Et je sais très bien que moi, je dois être au top tout le temps pour performer. Donc, voilà, c'était un match à Vegas. Il a donné l'opportunité à un autre joueur qui a un peu mon âge et j'ai pu revenir dans l'alignement maintenant les 2 derniers matchs et on a eu 2 grosses victoires. Donc, c'est important d'aider l'équipe et voilà, j'ai pu avoir un rôle aussi un peu plus offensif avec Roslovic et puis Domi. Donc, on a pu marquer beaucoup de goals et maintenant, voilà, ça continue. On a le prochain match demain contre Vancouver et on va essayer de continuer à gagner et puis aider l'équipe surtout. Personnellement, quels objectifs tu t'es donné pour cette première saison à NHL? Je n'ai pas vraiment fixé de gros objectifs parce que je me suis rendu compte aussi qu'en NHL, les choses vont très vite et puis c'est difficile de se mettre un objectif soit statistique, soit nombre de matchs, etc. J'essaie de vraiment me préparer au mieux, être focusé sur aujourd'hui et puis sur le match de demain. Et voilà, je pense pas trop il y a tellement de matchs en plus, donc j'essaie de m'amuser quand même sur cette glace, de prendre du plaisir et puis d'apporter ma vitesse. Bien sûr, les objectifs, c'est de jouer le plus de matchs possible, d'essayer d'aider le plus possible, d'apporter mon accent offensif à l'équipe parce que je sais que je peux le faire.
Et voilà, après, on verra. Je sais que ça va être une longue saison. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent et ça va être une belle saison. Donc voilà, on est en plein dedans et j'ai beaucoup de plaisir quand même. Dernièrement, Greg, évidemment, tu as eu beaucoup de coéquipiers dans ta vie. Tu as joué contre de très bons joueurs ici en Suisse aussi. Mais là, tu côtoies les meilleurs au monde, les meilleurs joueurs de hockey au monde. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné? Est-ce qu'il y a un joueur, par son éthique de travail ou par son talent, là, qui t'a vraiment surpris ou impressionné dans ce début de saison? Oui, il y a tout le monde qui a du talent en NHL et puis qui est quand même très fort. Mais un joueur qui m'a vraiment impressionné par sa présence physique, par sa présence mentale quand il arrive sur la glace, sur un échauffement, déjà rien que là, c'est Ovechkin, je crois. C'est assez incroyable de le voir à son âge comme il est passionné et puis qu'il veut vraiment faire la différence à chaque soir. Puis on sent qu'il va aller se battre ce record et qu'il l'a dans la tête et qu'il veut absolument aider son équipe, mais aussi pouvoir faire ce record-là. Donc, ça m'a assez impressionné la présence quand il est arrivé sur le warm-up ici à Columbus. Le coup de patin et puis le shoot qu'il a, c'est assez incroyable. Ovechkin qui connaît un très bon début de saison. Greg, merci beaucoup pour ton temps et toute l'équipe de MySports et d'Overtime NHL te souhaite une très bonne suite de saison. Merci. Voilà pour l'entrevue que j'ai réalisée avec Grégory Hoffman. Merci encore à lui d'avoir pris le temps là, de nous parler et de vous offrir ce 13 minutes. Greg qui avait reçu un coup de canne au visage accidentel le match la veille juste avant qu'on se parle et c'est pourquoi il avait la peur. Gueule de coin, tu peux le dire. Il avait la gueule de coin. Il avait peur de ne pas être capable de bien s'exprimer. Finalement, on le comprenait assez bien, Greg. Donc, plusieurs points de suture. Ça fait partie du métier. Des bonnes assurances dentaires pour les joueurs de hockey. Il y a Sébastien qui demande, ne ferait-il pas mieux de tenter sa chance dans un club moins ambitieux l'année prochaine? Steph, Columbus, c'est pas le club le plus ambitieux. Là. Ils sont moyennement ambitieux. Écoute, ils ont pas de mauvais. Il y a une équipe correcte. Là, donc, mais surprenamment correcte, parce que c'est une équipe qui a perdu énormément de gros éléments au cours des dernières saisons. Quand il avait battu Tampa en première ronde des playoffs, là, il avait essayé de tout donner cette année-là et après, il avait un peu vidé le club. Donc ça va vite en NHL. T'es vite en haut, t'es vite en bas. T'es vite en bas, mais c'était quand même une belle opportunité pour Greg de rentrer dans une équipe où il y avait peut-être un peu moins de profondeur. Malgré tout. Oui. Parce que si tu regardes d'autres clubs... Après, c'est pas lui qui choisit. Hein? C'est l'équipe qui a fait une offre. Comme je l'ai dit, Rick Nash est là, etc. Ça fait plusieurs années qu'il est bon dans notre championnat, Hoffman, il n'a pas eu d'offre. Donc, c'est comme Gaétan Haas, c'est Edmonton qui s'intéressait à lui. Hoffman n'a pas eu 31 offres. Là. Mais dans l'entrevue, ce qu'il parle, c'est qu'il veut s'adapter aussi au style de jeu selon le trio qu'il joue. Parce qu'évidemment, s'il joue sur la quatrième, c'est pas les mêmes responsabilités que s'il joue sur un deuxième. C'est difficile. Mais Steph, tous les joueurs qui sont en NHL dominaient un jour ou l'autre dans la ligue où ils jouaient. Greg Hoffman ne fait pas exception là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il peut devenir un joueur utile en NHL? La question, sans remplir le but. Ce qu'il faut dire, c'est que tu as raison. Tous les joueurs qui sont repêchés en NHL ou qui arrivent en NHL, quand ils étaient petits cul, quand ils étaient juniors, c'était tous les joueurs offensifs. Ouais. T'as tous les joueurs. En tout cas, très rare. C'est rare que tu aies un spécialiste défensif dans le junior qui devient spécialiste défensif en NHL. C'est tous les bons joueurs. Guy Carbonneau, c'était comme ça, etc. Des gars qui ont été... qui étaient des joueurs dominants dans le junior, donc qui faisaient des points. Ils arrivent en haut, puis tout le monde n'est pas capable de transposer ce côté offensif. Et après, certains sont devenus des joueurs de rôle parce qu'ils ont plus d'affinité défensive, ils sont gros, sont grands, sont costauds. Bon, voilà. Et est-ce que Greg Hoffman, ta question en fait, est-ce que Greg Hoffman peut avoir un job à long terme sur le quatrième bloc en NHL? Moi, je pense pas. Comme dans un rôle... Moi, je pense pas, mais après, la défense, ça s'apprend. Est-ce qu'il peut modifier son style de jeu pour utiliser sa vitesse? C'est pas un gars physique, mais est-ce qu'il peut réussir? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que ça l'intéresse de jouer? Est-ce que ça l'intéresse de faire 5 ans comme ça? Scratch, deuxième ligne, quatrième ligne, troisième ligne, piqué, pas de power play, d'être l'électron libre, puis de se présenter à patinoire chaque matin et de dire est-ce que je suis sur le board, est-ce que je joue ce soir ou non?
Est-ce que ça l'intéresse, lui qui est une star dans notre pays, qui a un rôle important, qui a tous les premiers powerplay, qui a un super contrat? Est-ce que ça l'intéresse de vivre loin de sa famille en NHL avec un bébé qui va arriver, avec sa femme qui ne sera jamais là, etc., dans un pays? C'est beau l'Amérique, là, parce qu'il a de l'argent, etc., mais sa femme, elle va être tout seule quand il va être en voyage. Peut-être ses parents vont aller, etc., mais est-ce qu'il a envie... Est-ce que au niveau professionnel, si tu joues à NHL dans ton rôle, puis tu fais 5, 6, 7, 8, 10 millions par année ou 3 millions et demi comme Pius Suter, c'est bon, OK, et ça vaut la peine parce que c'est des années. Mais si c'est pour être les mêmes conditions salariales, pas jouer dans ton rôle, c'est pas ton ADN, et puis d'être loin de ta famille, le calcul est vite fait. La NHL, c'est le fun, c'est beau, mais au quotidien, c'est pas si facile que ça, là. Non. Et il le dit, il faut se battre chaque jour pour son poste, alors qu'ici, à Zug, là, ça faisait longtemps qu'il ne se battait plus pour son poste. Quand tu te présentes à l'entraînement le matin, il se dit pas, il y a un jeune junior qui va prendre ma place, puis là, au draft l'année prochaine, si on repêche deuxième, il va venir me chipper mon job. Hein. Ça n'arrive pas, ça. Après, c'est peut-être pour ça qu'en NHL, les joueurs se surpassent, puis c'est trop facile en Suisse, puis je sais rien, mais au bout d'un moment, il arrive à un âge aussi, il se dit, rappelez-vous que Gregory Hoffman, moi je connais bien son papa, il a arbitré avec moi, donc c'est un jeune que je connais bien la famille. Lui, quand il avait été repêché, fin de troisième ronde, début quatrième ronde, à l'époque, par Carolina, ça ne l'intéressait pas. Il est allé au camp. Il n'a pas aimé ça du tout. Hein. L'ambiance de dire... Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, il n'y a pas d'amis. Tu es ami au bistrot le soir, puis quand tu vas manger au restaurant, etc. Mais quand tu arrives sur la glace, si tu peux casser le bras casser le bras du gars qui puis prendre sa place, je suis dur, là, mais... C'est la loi de la jungle. Le statut de star, Ovechkin, il se présente, il n'est pas inquiet. Des superstars qu'on connaît, que tout le monde connaît à NHL, ils ont un statut, ils vont faire des millions, etc. Mais en dessous de ça, là, il y en a beaucoup c'est une jungle. Pour peu de postes. C'est une jungle. Ouais. Et puis tu peux tout à coup avoir un contrat. Puis Suter, il y a 2 ans de contrat. Tout à coup, il ne s'est pas renouvelé. Il y a une mauvaise blessure. On ne sait pas s'il va revenir. Personne ne va y offrir le contrat. C'est comme ça. Est-ce que ça correspond? Gregory Hoffman, ça lui correspondait pas. Je me souviens, son père m'avait dit, il n'a pas aimé, il a pas aimé de la façon dont il a été traité. Il a dit, il n'y a personne qui l'a rencontré quand il est arrivé pour te flatter dans le dos, dire, on va t'expliquer, nous on t'aime. Personne qui a dit ça. Tu es arrivé là, tu es arrivé dans le vestiaire avec son anglais probablement rudimentaire aussi. Tu es arrivé là, puis comme un autre joueur, puis il dit, moi je vais faire ma place. Puis il n'y a personne qui a dit, vas-y Greg, on sait que tu es un bon joueur. C'est pas ça. Donc, voilà, c'est comme... Il a dit, il n'y a pas de communication. Maintenant, ce soir, je te mets sur la deuxième ligne, tu dois faire la différence. Si ce soir-là, ça ne marche pas, tu perds ton... Voilà. Tu n'as pas de deuxième chance. Les statuts de star, il y en a 4-5 par équipe. Le reste, là, c'est la loi de la jungle. Mais il ne pourra pas regretter, tout comme Gaétan Haas, de ne pas l'avoir essayé. Puis il l'a dit au début, hein, c'était là ou jamais. C'est ça. Il est au prime de sa carrière, au sommet de ce qu'il peut être à 28 ans. Ouais. Donc, l'occasion était belle pour lui de l'essayer. Voyons voir si ça durera dans le temps. Évidemment, l'entrevue de Greg Hoffman sera en intégralité sur nos réseaux sociaux dans quelques jours seulement. Donc, ce sera à revoir pour ceux qui ont manqué une partie ou qui veulent la réentendre. Steph, on va prendre quelques questions. Il y a Jean-Philippe, là, tu parlais avec... c'est pas Jean-Philippe Presselwenger, Robert? Non, c'est Jean-Philippe Chassot. C'est pas notre collègue. Il y a Jean-Philippe qui demande je comprends pas qu'un jeune de moins de 20 ans ne peut pas être renvoyé en AHL s'il n'arrive pas à percer la NHL, genre Lafrenière la saison passée. Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est que les joueurs de la Ligue canadienne de hockey. Voilà, les Européens... Tous les joueurs peuvent être envoyés en AHL, sauf les joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue canadienne de hockey, c'est-à-dire dans le junior majeur du Québec, la Ligue de l'Ontario et Ligue de l'Ouest canadien. C'est une entente que la NHL, comme la majorité, le gros des joueurs repêchés provient de cette ligue-là. Il y a eu une entente qui a été signée entre les clubs de NHL et... c'est pas compliqué. C'est que les clubs juniors majeurs, ils disent, nous, on vous développe des joueurs. Nous, on vous développe des joueurs, on vous fournit, grosso modo, la moitié de vos joueurs. Voilà. Donc, grosso modo, la majorité des joueurs passent par la CHL. C'est la meilleure ligue, probablement, junior au monde. Mais il a dit, nous, on fait volontiers ça. Mais par contre, si vous repêchez des gars de chez nous que nous, on vous a préparés, tant qu'ils n'ont pas 20 ans, tant qu'ils sont toujours en âge junior,
Si vous ne les gardez pas, vous nous les renvoyez chez nous parce que nous, c'est nos stars. C'est un business. C'est un aussi. business. Les clubs de CHL, les clubs juniors au Canada, c'est un business. Ils vendent aussi leurs stars. Ils vendent leurs joueurs. Ils mettent en marché leurs joueurs sur les réseaux sociaux. On vend des maillots. Les gens, ils viennent voir parce qu'il y a tel, puis tel, puis tel. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et ils ne veulent pas, parce que la majorité des équipes feraient ça. Ils diraient, on va envoyer à HL parce que c'est quand même plus fort que le junior. Donc, ça peut être avantageux ou non. Mais il faut respecter ça parce que les clubs de CHL, ils disent, nous, si vous nous enlevez toutes nos stars, là, on va vendre quoi notre produit, puis notre niveau va baisser, etc., etc., etc. Par contre, il y a un désavantage aussi, c'est que les équipes de NHL, quand ils repêchent un joueur de la CHL, ils ont 2 ans pour le mettre sous contrat. Si après, dans les 2 ans, ils ne l'ont pas mis sous contrat, il devient éligible au repêchage. Tous les autres dans le monde, les États-Unis, la Suède, la Finlande, la Suisse, la Russie, c'est 10 ans pour le signer. Ils ont les droits sur lui pendant 10 ans. La CHL, c'est 2 ans. La Russie, c'est 10 ans. Puis tous les autres pays, c'est 4 ans. Donc, par exemple, Yanis Moser, qu'Arizona avait 4 ans pour le mettre sous contrat. Quand Linus Baumer a été repêché par Arizona, il jouait dans le junior majeur du Québec à Shawinigan. Ils avaient 2 ans pour le mettre sous contrat. Et ça... C'est le joueur qui est pénalisé. Et oui, ça pénalise les joueurs. Les joueurs de la CHL, à ce niveau-là, sont défavorisés parce que pour un joueur qui n'est pas un homme à cet âge-là, tu dis, en projection, lui, on pense qu'il va être bon dans 3-4 ans, mais le problème, c'est que si on le sait dans 3-4 ans, on n'aura plus les droits sur lui. Donc, il y a un paquet de... Regardez le repêchage amateur, le repêchage de la NHL, quand vous arrivez dans les rondes tardives, entre un joueur de la CHL et un joueur finlandais ou un Russe ou un Américain, on prend pas les joueurs de la CHL. Ils sont largement défavorisés parce qu'ils disent, lui, c'est une long shot, comme on dit, 5e round, on ne sait pas trop ce qu'il va donner. On n'a que 2 ans. Il faut se décider dans 2 ans si on le met sous contrat, si on lui donne un contrat d'entrée. Alors, prenons le Finlandais, on a 4 ans pour le regarder. En prenant le Suédois, les Suédois, on la cote aussi pour ça parce qu'ils jouent rapidement dans leur ligue professionnelle. Ouais. Et puis, ils ont 4 ans pour le signer. Donc, là, quand ils arrivent en Amérique du Nord, souvent, ils sont déjà prêts et on sait ce qu'ils vont te donner. Exactement, parce qu'ils ont joué avec des hommes. Il y a des joueurs même de Suédois qui ne veulent pas traverser. Ils disent, si vous ne me gardez pas en NHL, moi, je ne retourne pas. Je ne veux pas en NHL, je retourne dans mon pays. Il y en a qui mettent des conditions. Et les joueurs, un joueur suédois peut être repêché à 18 ans, puis il envoie directement. C'était l'Allemand qui a été repêché en 6e au total l'année passée. Son nom m'échappe, Sider, quelque chose comme ça. Il l'a envoyé en NHL. Donc, alors que s'il avait été joué dans le junior majeur du Québec, il n'aurait pas pu l'envoyer en NHL. Il aurait été obligé de jouer dans le junior encore. Il y a Fabrice qui demande, que pensez-vous de Kéké, Jesperi Kotkaniemi? Et ça va faire le lien aussi avec le Canadien de Montréal parce qu'ensuite, le temps file et on doit parler du Canadien de Montréal. Jesperi Kotkaniemi, pour résumer la situation, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la situation, il était joueur autonome avec compensation, donc ses droits appartenaient aux Canadiens, n'étaient pas sous contrat. Et les Hurricanes de la Caroline avaient le droit de lui faire une offre hostile. Donc, le Canadien avait le choix d'égaler l'offre ou non. En contrepartie, ramassait des choix. On a décidé de le laisser partir. Compensation, ça a été agent libre sans compensation. Exact. Mais, avec compensation, excuse-moi. C'est ça. On a décidé de le laisser partir en Caroline. Ouais. 6,1 millions de contrats. 1 an. Pour 1 an. Puis 20 000 c'est de énorme. Bonus. 20 balles de bonus. On peut importe. Oui, mais... Sauf que qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une bonne décision d'avoir laissé partir. Moi, je pense qu'à la base, Kotkaniemi, vous savez, Trevor Timmins, on va en parler après. Pour moi, c'est un fiasco, ce gars, ce Trevor Timmins. C'est un spécial. Il y a toujours de faire différent. Trevor Timmins s'est toujours spécialisé dans les choix particuliers. Il a toujours voulu se différencier. En fait, lui, il voit des trucs que personne d'autre voit. Lui, il est plus intelligent, plus malin. On a repêché Caulfield alors qu'il y en a 14 qu'il a laissé passer parce qu'il est haut comme ça. On a repêché Logan Mailloux l'été passé alors qu'il avait demandé à ne pas être repêché. Et Kotkaniemi fait partie de ses choix. Galchenyuk, rappelez-vous Galchenyuk, qui avait des red flags sur lui. Galchenyuk, 3e overall. Elle disait, Galchenyuk, là, il a un genou démonté l'année d'avant. En dehors de la glace, c'est pas tout à fait ça. C'est un Russe qui, on ne sait pas, électron libre. En tout cas, bref. Et Kotkaniemi fait partie... Kotkaniemi était cassé milieu, voire fin de première ronde. Tout le monde disait son patin n'est pas top. Son sens du jeu, c'est bon, mais c'est pas 10 sur 10. C'était un gars milieu, fin de première ronde qui sont des bons prospects, mais où il y a des petits doutes. Et lui, il l'a pris en 3e.
En troisième, tu ne peux pas te tromper. En troisième, c'est un blue chip. Tu ne peux pas te tromper. C'est un gars qui est sûr. C'est un NHL. C'est sûr. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Steph. Il s'est trompé. Par contre, moi, ce que j'aimerais savoir dans toute cette histoire-là, c'est la décision troisième. Est-ce que c'est vraiment Timmins qui la prend ou c'est Bergevin? Parce qu'à ce moment-là, c'est Bergevin qui a dit à Timmins, on a besoin d'un centre. Qui est le meilleur disponible? Alors là, si tu vas par position, Parce que troisième, top 3, tu dois y aller avec le meilleur joueur disponible. Top 10, tu dois y aller avec le meilleur joueur disponible. Et là, on a décidé d'y aller avec Kotkaniemi au lieu de Brady Tkachuk. Erreur. Et en plus, Kotkaniemi, son sourire était vendeur à Montréal. Là. Tout le monde parlait de son sourire. Il avait l'air sympathique. Mais c'est son attitude aussi qui a été fortement pointée du doigt. C'est un monsieur je sais tout. C'est un monsieur je fais mieux que tout le monde. Ah ouais, après ça fait partie du travail du recruteur. Quand tu repêches troisième overall, il faut que tu connaisses ton bonhomme. C'est quoi comme kid? Il faut que tu parles à tout le monde. Ils font des milliers d'entrevues. Ils font des entrevues à n'en plus finir. Timmins, il te pose des questions débiles, profondes. Il y a un psychologue qui est là. Je le sais, parce que je suis bien placé pour le savoir. Les entrevues avec les Canadiens de Montréal, là. Excuse-moi, avec Trevor Timmins, là, avec le psychologue à côté, M. Tournesol. Là. Bon, non, mais c'est le roi des questions cons. Timmins, on peut le dire. Là. Tout le monde, les jeunes qui ont fait des entrevues, ils raccrochent l'entrevue avec Montréal, puis ils s'appellent entre eux, les gamins, puis ils se disent, attends, il m'a posé telle question, puis je ne sais pas quoi répondre. Non, mais c'est ça. Donc, mais c'est son job d'évaluer le joueur dans son ensemble. Troisième overall, là, tu peux pas dire c'est juste un talent. Il faut qu'il soit dans la tête prêt. Il faut que tu sois... Quand tu es à Montréal, c'est un marché particulier. Quand tu joues en Floride, en Caroline, en Arizona, mais à Montréal, tu as de la pression. Il faut que tu saches si le kid va être capable de supporter sa pression. Je sais que les entrevues des Canadiens de Montréal, il y a des questions dans ce sens-là. Tu réagis comment, machin. Ils veulent évaluer si le kid, comment il est avec la presse, etc. Est-ce qu'on a fait ce travail-là avec Kotkaniemi? Et puis l'autre chose, c'est que troisième overall, à Montréal, il faut qu'il joue à NHL. Le mieux qui serait arrivé pour ce kid-là à Kotkaniemi, c'est soit qu'il le retourne en Finlande, qu'il l'envoie jouer en Suède ou en Finlande ou n'importe quoi, loin de Montréal, qu'on ait juste les statistiques. Les gens ne peuvent même pas regarder des matchs en différé parce que c'est à cause du décalage. Loin de Montréal, développe-toi, prends ton temps, tu reviendras dans 2 ans quand tu seras prêt. On l'a mis trop vite, avec des attentes grosses comme ça, parce qu'à Montréal, il faut que tu... Caulfield était annoncé comme un futur Mike Bossy, un futur Guy Lafleur. On peut-tu se calmer les nerfs? Non, mais c'est comme ça, Montréal. C'est un marché émotionnel. Il faut que tu sois bon tout de suite. Si tu ne marques pas dans tes 3 premiers matchs, c'est mauvais. Donc, le gars, on a mal évalué. C'est une erreur. C'était une erreur, encore une fois. Et puis, merci, Trevor Timmins. Et lui, es-tu content qu'il soit parti, toi puis moi? On est content. On va finir sur le cas Kotkaniemi. Pour moi, c'est un très mauvais contrat pour la Caroline. Une bonne affaire pour Montréal. Et c'est Martin Necas, un ailier en Caroline, qui va aimer ça parce que lui devient joueur autonome avec compensation cet été. Il est supérieur à Kotkaniemi. Et là, il a le comparable de 6,1 millions. Il a pris des notes, bien. Il y a Nicolas qui dit l'accent Stéphane revient vite, évidemment. 2 Québécois, là, l'accent revient. On va en parler. Timmins, OK, Timmins parti. En fait, le tremblement de terre qu'il y a eu en NHL cette semaine, c'est dimanche. On a décidé de mettre à la porte Marc Bergevin, Trevor Timmins également, le directeur des communications du Canadien de Montréal. Il y a Scott Mellanby qui est parti par lui-même aussi parce qu'on lui avait dit peut-être que tu reprendras le poste de président-directeur hockey ou de directeur général. Finalement, on lui a dit c'est pas toi qui vas avoir le job. A décidé de quitter. Merci, bonsoir. J'ai le goût de dire il était temps d'une certaine façon et pas nécessairement parce que Bergevin faisait un mauvais boulot, mais parce qu'il y avait cette espèce de climat de on sait pas où on s'en va cet été, on peut pas prendre de décision en ce moment. Parce que Bergevin n'avait plus de contrat pour la prochaine saison. Oui, puis en directeur général, on s'entend que tu peux pas travailler toute une année, préparer l'équipe l'année prochaine si tu sais que tu n'as pas de contrat l'année prochaine. Donc, la dernière année d'un contrat de directeur général, elle est à l'eau. Hein. On s'entend. Ouais. Donc, là, il y avait un peu ce climat d'incertitude qui, en plus des mauvaises performances, venait un peu alourdir toute l'atmosphère. Moi, je pense qu'on voulait le faire cet été, ce reset-là. Mais la finale de la Coupe Stanley a changé. Mais là, ils sont rentrés en finale de la Coupe Stanley. Tu peux pas, 2 semaines après, virer ton directeur général. Donc, Molson a été un peu coincé.
s'est arrangé pour que ça pète avec Bergevin. On sait que Bergevin avait des demandes salariales aussi très élevées. Donc, ça sentait le roussi depuis un moment. Donc, ça a été très mal fait ultimement. Ça n'a pas aidé le début de saison de l'équipe. Bon, il y a toute une configuration d'événements qui font que le Montréal sont à la rue cette année, puis ça va être compliqué. Est-ce que les gens, la question est, est-ce que les gens vont voter pour un grand reset, une grande restructuration, une reconstruction? Mais je ne suis pas sûr qu'à Montréal, les gens vont accepter une reconstruction. Ça, c'est un autre débat. Mais Bergevin a fait du bon boulot, mais je pense qu'il était temps de changer de directeur général. C'est drôle parce que j'ai écouté un talk show québécois hier soir très tard et puis on a montré une photo de Bergevin quand il est arrivé à Montréal il y a 10 ans et maintenant. Ah, il a pris 25 ans. Hein? C'est incroyable. Quand me fait penser au changement de Barack Obama. Vous savez, Barack Obama, on a montré... Non, mais le gars, c'est tellement dur. Michel Therrien était en entrevue. Jean-Michel Therrien, ancien entraîneur des Canadiens, qui est assistant à Philadelphie maintenant. Il disait, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est difficile. C'est une pression permanente. Tout ce que tu fais, où que tu ailles, les gens te parlent de ça. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Si tu n'es pas très fort mentalement, tu es tout le temps là-dedans en permanence. C'est une immense pression. Et je pense que Bergevin, moi, je suis content pour lui, parce que je pense que pour sa santé, même si pour l'ego, c'est compliqué, je pense que pour sa santé, c'est tant mieux pour lui. Il faut passer à quelque chose. Et là, on amène un directeur général, un vice-président des opérations hockey, M. Gorton. Son prénom, c'est quoi déjà? Jeff Gorton. Qui a de l'expérience avec Boston Rangers. On l'amène. C'est un Américain qui, probablement, qui ne connaît pas la réalité du marché de Montréal. Il en a entendu parler. Oui. Et puis, peut-être que c'est bien d'avoir un externe comme ça qui, lui, n'a pas sa famille, qui habite à Saint-Clinclin, puis à Saint-Pierre-les-Béquets, puis machin, puis que si, puis que... Parce que quand tu es Québécois aussi, tu t'en sors jamais, même avec ta famille. Lui, il n'aura pas forcément sa famille là. Il a déjà un appartement à Montréal, il paraît. Donc, lui, il va être un peu externe à tout ça. Comme moi, quand je suis arrivé en Suisse, je me souviens, quand tu arrives dans un pays, tu es un peu externe à... Il y a plein de ramifications que tu ne comprends pas, etc. Des fois, ça t'aide aussi. Ça t'aide à faire le vide. Alors maintenant, qu'est-ce que vont faire les Canadiens? Les Canadiens n'ont pas le choix, donc ils l'ont dit. Vice-président des affaires. Mais lui, là, et Michel Therrien l'a dit hier soir, lui, c'est un directeur général. Lui, il a l'expérience de directeur général. Et là, on le nomme comme président opération et directeur des opérations hockey. Ça veut dire que là, on lui a demandé, toi, tu vas faire ça, tu viens de monter d'un step, mais tu n'es pas vraiment directeur. Tu vas être le patron du directeur général. Donc, le directeur général, il faut que ce soit un francophone. Évidemment, ça prend un Québécois. Oui, à Montréal, c'est... Mais est-ce qu'il va décider, le Québécois, ou ça va être le sous-fif de l'Américain qui va lui dire, ben, c'est toi qui annonce les décisions, mais à la fin, c'est moi qui approuve tout? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Gorton aura le dernier mot? Parce que le gars qui va... Mais techniquement, oui. Est-ce que ça doit être à chaque fois approuvé par le patron? Parce que là, si tu engages un directeur général, moi, je suis pas sûr que certains gars qui vont passer en entrevue, je suis pas sûr qu'ils vont aller travailler dans ces contextes-là. Si tu es directeur général, tu veux faire transaction, tu as fait. Tu n'appelles pas Gorton. Est-ce que tu es d'accord? Non? Ah, OK, merde. Parce que ça, c'est difficile de travailler comme ça. Parfaitement d'accord avec toi, mais c'est un peu ce qu'on amène avec le VP directeur des opérations. Mais en même temps, il y a plusieurs équipes. Brendan Shanahan à Toronto, c'est le cas avec son directeur général. C'est la tendance maintenant. On fait beaucoup ça. Rick Stahl, le Rutherford. Et tu parlais de Bergevin qui a vieilli. Là, justement, tu divises son travail techniquement en deux, même si les tâches, les plus grosses tâches vont rester au directeur général. Si on répartit président, moi, je pense que c'est bien d'avoir un VP hockey qui va s'occuper d'engager quelqu'un pour le développement des joueurs, qui va s'occuper de diriger l'équipe de recruteurs, qui va engager un recruteur-chef. Ces gens-là ne vont plus dépendre du directeur général, comme c'était le cas avec Bergevin. Lui, il en avait gros. Donc là, le directeur général va peut-être pouvoir plus se concentrer sur le scouting NHL des autres équipes pour les transactions, etc. Et l'équipe comme telle, que construire l'équipe. La partie le fun, là, comme on fait à ces jeux vidéo, construire l'équipe avec un budget. Peut-être que le directeur général ne s'occupera pas forcément du club école, du recruteur-chef, puis du gars qui est allé voir un match à Kalamazoo hier soir puis qui te fait son rapport. Et je pense que moi, dans l'ancien organigramme, Trevor Timmons, que j'aime pas du tout, que je ne connais pas, je l'ai rencontré une fois, mais que j'aime pas du tout, je pense qu'il a beaucoup trop de pouvoir. Je pense que Bergevin en avait tellement sur sa tarte qu'il disait à Timmons, regarde tout ça, là, puis fais-moi un résumé. Parce que Bergevin est allé voir quelques joueurs, je l'ai vu, moi, dans les patinoires du genre. Mais tu peux pas être partout. Là. Au bout d'un moment, il y a 24 heures dans une journée. Donc, je pense qu'il s'en reportait beaucoup à Timmons. Les gens au Québec disent,
sa confiance inébranlable en Timmins lui a fait perdre son job. Parce que Timmins a été critiqué. Là. Tu regardes tous Ça ses fait choix, longtemps. Et ça nuit aux Canadiens de Montréal parce que Marc Bergevin, quand on fait le bilan là, de ses 9 saisons et quelques à la barre du Canadien, beaucoup de transactions, un des DG les plus actifs. Mais quand ton repêchage n'est pas bon, ton repêchage n'est pas bon, tu es obligé de former. 10 ans de premier choix qui n'ont jamais joué ou qui ne jouent plus avec l'équipe de quelques-uns 2008 à échangés, 2018. Sergachev et tout ça, mais je veux dire... Galchenyuk et tout ça qui ont joué, mais Galchenyuk est celui qui a bout joué d'un le plus moment, longtemps dans ça. les 10 ans de choix de première Tu dois ronde. être ingénieux sur les transactions parce que aller chercher des joueurs autonomes parce que ton head scout te fait pas le job. Donc, c'est ça l'histoire des Canadiens de Montréal. Je pense que je me réjouis de voir qui ils vont engager comme head scout et je pense que ça prendra un gars qui a une sensibilité québécoise. oui. Parce que les gens reprochent que Timmins a toujours boudé la Ligue junior majeure du Québec. L'été passé, il a repêché des Québécois de la Ligue junior majeure du Québec. Je pense qu'il sentait le roussi puis il s'est dit oh, je vais essayer de me rattraper. Mais on devait aussi remplir l'équipe de AHL et l'équipe de Trois-Rivières de East Coast League qui est aussi dans la... Donc c'est pour ça qu'on voulait des Québécois à Trois-Rivières. Ceci explique un peu cela. Mais là, on a parlé évidemment de Québécois. On a parlé aussi de diversité, éventuellement peut-être amener des femmes dans des clés postes, ce qui avait été reproché aux Canadiens après la... Et ça, c'est une mode aussi. Là, oui. J'ai même entendu le nom de Florence Schelling, parce que Florence Schelling connaît Jeff Molson. Moi, je pense mais bon, qu'ils vont y aller avec... Ils ont tellement de Québécoises qui ont joué pour Team Canada et qui ont d'expérience. Daniel Sauvageau, mais je pense que ce serait politiquement... Si on fait ça, c'est de la politique. C'est de mettre une Québécoise dans l'organigramme, comme Hayley Wickenheiser à Toronto, en mettre une dans l'organigramme, parce qu'on sait qu'au Québec, le féminisme est très fort, il faut le dire. Hein, la place des femmes, ça fait partie de la réalité. L'égalité homme-femme, ça fait des années. C'est vraiment... Les gens sont très à cheval sur ça, les femmes sont puis la clientèle des Canadiens de Montréal, elle est aussi féminine. Donc, à un moment donné, il faut que les femmes se retrouvent là-dedans, parce que si on met que des hommes, on va se faire accuser encore de... Donc, mettre une femme quelque part, le problème que j'ai avec ça, moi, je suis d'accord, OK, mais sinon, on fait de la politique. Parce que, excuse-moi, mais Daniel Sauvageau, là, elle a coaché quand tu as coaché l'équipe féminine, sérieusement, là, c'est même pas proche de la réalité de la NHL. Ces filles-là, t'as beau à dire que c'est les meilleures équipes au monde. Non, mais ça dépend dans quel rôle il les met. Proche de la réalité. Moi, il y a quelque chose. Si tu as une femme dans l'organigramme du Canadien et si Trevor Timmins est un Québécois qui vit au Québec, Logan Mailloux, d'après moi, n'est pas repêché. Mais non. Et là, le problème, c'est ça. Timmins vivant en Ontario, c'est un anglophone qui ne suit rien de ce qui se passe au Québec. Il n'y a pas de femme dans l'organigramme pour faire « Hello », c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller avec Logan Mailloux. C'est pas besoin d'être une femme pour voir que ça n'avait pas de bon sens, non? Mais ça aurait été peut-être une évidence. Peut-être qu'elle aurait tapé sur la table et dit « Allô, ici la Terre, il y a quelque chose, il y a quelqu'un là? » Parce que, non, voilà, ça a été une catastrophe. Parce que, bon, Logan Mailloux avait été condamné en Suède pour avoir pris des photos pendant une relation sexuelle avec une dame sans son consentement et avait partagé ces photos-là. Donc, au Québec, ça a fait énormément jaser. Puis, Steph, il avait demandé à ne pas être repêché. Il a dit « Je suis pas prêt, s'il vous plaît, ne repêchez pas. » Le Canadien le prenne en fin de première ronde. Grand intelligent. Steph, on a une question d'Arnaud sur Twitter. Qui voyez-vous remplacer Bergevin à Montréal? Parce que là, c'est bien beau, on parle de Jeff Gorton. Toi, t'as envoyé ton CV, moi aussi. J'attends l'appel, là. Mais à deux. À deux. Hein? Qui prend le poste de Gorton? On aurait pu faire ça à deux, Steph. Écoutez, moi, je pense qu'on va aller vers un Québécois. Il y a deux types de directeurs généraux qu'on peut aller chercher. L'ancien joueur, le glorieux qui a gagné des titres et puis qui est un gagnant, etc. Ça, c'est Patrick Roy. Ils ne peuvent pas passer. Il doit rencontrer Patrick Roy en entrevue. Il n'a pas eu... Moi, j'ai passé un long moment avec Patrick Roy autour d'un verre quand j'étais au Canada. Il n'y avait jamais eu de contact. Il y a eu plein de rumeurs l'été dernier que Jeff Molson l'avait appelé, etc. C'est totalement faux. Il n'y avait aucune rencontre. Mais Gorton n'a rencontré personne. Il l'arrive maintenant. Donc ça, c'est normal. On peut aller vers un Québécois renommé, un nom, qui sait ce que c'est la pression à Montréal, qui a gagné à Montréal, qui s'en fout de ce que les autres pensent de lui, qui est une forte tête et puis qui sait où il va et puis qui, lui, il connaît la réalité du terrain. Puis lui, il s'est déjà fait planter des tonnes de fois comme gardien à Montréal. Donc, s'il se fait planter sur les réseaux sociaux, il peut vivre avec ça. Puis lui, il a un recul incroyable. Ouais. Il sait la réalité. L'autre profil...
Mais c'est pas un universitaire. Non, mais pas un gars- attends, avant que tu y ailles avec ton deuxième profil, parce que dans le chat, il y a Nicolas qui dit Roy, non. Il y a Enrique qui dit Patrick Roy. Jean-Philippe, Roy, c'est le bon choix. Le peuple le veut et la pression vient du peuple là-bas. Il y a Kevin qui dit également Patrick Roy. C'est sûr que Le c'est un seul candidat. problème, moi, c'est que là, tu as Jeff Gorton qui est VP, directeur VP des opérations hockey. Est-ce que Patrick Roy va vraiment vouloir travailler à deux? Parce qu'avec Joe Sakic, qui est son ancien coéquipier, il y avait le poste d'entraîneur-chef et le poste de VP directeur hockey et Joe Sakic était directeur général. Et ça n'a pas marché à un moment. Patrick Roy a donné sa démission puis est parti parce que ça ne fonctionnait plus. Ça va bien quand il est dans ton avis, mais quand Gorton et Roy seront pas du même avis, est-ce que ça peut vraiment Patrick, tenir? le désavantage avec Patrick, c'est que tu peux pas le contrôler. Non. Il n'y a pas besoin d'argent. Non. Il n'y a Il pas n'y a pas besoin du de renommée. Canadien. Il n'y a pas besoin du Canadien. S'il le fait, c'est parce que c'est un grand passionné. Je peux vous dire que c'est un passionné pour avoir été 4 heures avec lui autour d'un verre dans un bar au Québec. Sérieusement, c'est fascinant. Puis, on va le refaire parce que c'était tellement intéressant. Il me posait des questions. C'est un passionné. Je lui parle au téléphone de temps en temps. C'est sensationnel. Lui, il fait ça par passion. Il m'a dit, Steph, moi, le seul poste qui m'intéresse en NHL actuellement, c'est le DG à Montréal. Sinon, je reste avec les remparts. Je finis ce qu'on est en train de construire. Et puis après, peut-être que je viens en Europe. Et puis, mais c'est un vrai de vrai. Mais c'est un vrai de vrai, sauf que tu ne peux pas le contrôler. Parce que lui, il ne dépend pas de ce job-là. Si tu donnes 2 millions par année pour le directeur général, à un jeune directeur général qui n'a pas gagné des millions, ben lui, c'est comme... il va s'accrocher. Là. Il va accepter plein de trucs parce qu'il a besoin de cet argent-là. C'est le contrat de sa vie. Là. On s'entend. Et lui, c'est pas le cas. Donc, comment Carton va accepter? S'il veut donner beaucoup de cordes au DG, prends Patrick Roy. Mais après, Patrick Roy, c'est un gars qui écoute beaucoup les autres, qui demande l'opinion, qui partage. Moi, il m'a demandé mon opinion sur un paquet de trucs. Je suis qui, moi, pour lui? Il m'a demandé qu'est-ce que tu en penses. Ah oui, c'est intéressant, etc. C'est un gars, tu es très ouvert. Puis si tu le challenges, il adore ça. Ah ouais? Non, mais il adore ça. Donc, il a ce côté où il peut travailler en équipe qu'il aime aussi être challengé, Patrick Roy. De l'autre côté... Ta deuxième option. Là, Les parce deux- que les premier deuxièmes- profil, deuxième Premier profil, c'est l'ancien joueur. Je pense que quand on parle d'ancien joueur qui a une grande carrière, on parlait de Philippe Boucher aussi, qui a coaché les Remparts. Ouais. Je n'y crois pas trop. Non plus. Je pense que c'est Patrick Roy, profil ancien joueur, grande star, Montréal, machin. Vincent D'Anfous, qui est Non, ancien il a capitaine, dit a dit non, non, de moi toute c'est façon. merci. Martin Brodeur a dit non, merci. On parle de Daniel Brière, qui travaille dans l'organisation de Philadelphie. Il a déjà refusé de venir à Montréal durant l'apogée de sa carrière. Ça avait très mal passé. Sa femme avait des demandes très particulières sur lequel des enfants. Il y avait, en tout cas, je pense qu'il est bien là où il est à Philadelphie, dans l'organisation responsable du développement des joueurs. Je pense pas qu'il y a de l'intérêt pour lui. C'est mon avis. Il y a 2 autres candidats qui sont dans la tête des gens. C'est Martin Madden Jr., le fils de Martin Madden, dont le père avait travaillé dans l'organisation des Nordiques de Québec, qui est dans l'organisation assistant directeur général à Anaheim, avec les Ducks d'Anaheim, en Californie. La vie est belle, une organisation où il y a zéro pression. Il est confortable, il fait un bon job. Je pense qu'il y a 13 joueurs avec les Ducks qui ont été repêchés par les Ducks donc, c'est une des équipes dans la NHL qui a le plus de joueurs repêchés qui jouent avec l'organisation. Donc, Madden a une carte de visite. Ça fait plusieurs années qu'il travaille en NHL. Il connaît les filières, etc., etc. Il connaît la maniclette. C'est un intellectuel du hockey. C'est pas un gars qui a une carrière. C'est un gars qui a fait des études. C'est un peu la nouvelle génération de directeurs sportifs qui ne sont pas forcément des anciens joueurs, mais parce que pour être directeur général, tu es obligé d'avoir des notions mathématiques. C'est compliqué, là. Oui. C'est compliqué, là. Il faut que tu sois bien entouré d'avocats et de comptables parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. Alors, Martin Madden est un profil et l'autre qu'on parle, peut-être, moi, j'ai tendance à dire que ça va être Mathieu Darche. Mathieu Darche, il a joué Moi, avec c'est les mon Canadiens. candidat préféré, personnellement. Il a fait des études. Un bon gars. Il parle bien. Il apprend avec son Julien fils est Brisebois. revenu à l'Université de Montréal maintenant à McGill. Il a appris avec Julien Brisebois. Qui a travaillé dans l'Organisation des Canadiens de Montréal, qui est DG de Tampa, qui a gagné quelque chose. Et puis, voilà, il a cette espèce de profil que les gens pensent d'un peu un intellectuel du hockey qui n'a pas une grosse carrière. Ben, tu parlais de Julien Brisebois, de l'intellectuel du hockey. Julien Brisebois, c'en est un. Il a Oui. jamais Lui, c'est un gars qui a des études en droit et qui a gravi les échelons avec le Canadien de Montréal, ensuite Exact. avec le Lightning. Puis maintenant, c'est un des meilleurs DG de la Ligue. Oui.
Moi, Mathieu Darche, surtout que là, tu as Jeff Gorton derrière toi. Darche en sera à ses premiers pas comme DG. Puis lui, il n'est pas riche. Darche n'a pas gagné des dizaines de millions comme Patrick Roy. Donc, lui, c'est le job de sa vie. Là, puis lui, il va peut-être accepter un peu moins d'argent, un peu moins de conditions. Il va peut-être être moins gourmand. Parce que ça va être le poste de sa vie puis ça va le lancer. Ou pas, parce qu'il n'y a personne qui a demandé à Darche. Ça t'intéresse d'aller retourner vivre à Montréal dans l'hiver, toujours en voyage, machin, parce que lui, il a aucun pas la qualité de vie, on s'entend-tu que lui. Moi, j'ai vu des reportages sur lui, là. Sérieux, t'as pas de pression. T'as un bon salaire. T'es deuxième. Donc, je veux dire, évidemment, le jour où le Canadien de Montréal t'appelle pour être DG, tu pourrais, comme Québécois, c'est dur de dire « Ah non, ça m'intéresse pas. » Ouais. Bon, on va aller dans le chat rapidement. Il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a Sébastien qui dit si c'est Patrick Roy, il prendra l'année prochaine Théo Rochette dans son équipe. Une chose qui est sûre, c'est qu'il le connaît bien. Oui. Ça, il le connaît bien, puis il a une grande confiance en lui. Et je peux vous dire que la relation entre les deux, là, c'est sensationnel. Et je tire mon chapeau. C'est au quotidien. C'est une relation de confiance. C'est incroyable ce que vit Théo avec Patrick Roy actuellement. Il y a Nicolas qui dit « Laissons Roy à Québec une porte d'entrouvert avec la Ligue pour un retour NHL. Il faut des hommes de caractère. » Probablement qui fait référence au Nordique. Au Nordique. Moi, je suis encore c'est sûr très que c'est Nordique qui sceptique. revient à Québec, mais voilà. Ensuite, Mathieu Darche revient dans le chat. Il y a Nicolas qui dit « Pourquoi pas un ancien joueur? Oui, Darche, bon choix. Ou Talbot, probablement en faisant référence à Maxime Talbot. » Moi, je serais surpris. Maxime Talbot, la seule expérience qu'il a, c'est assistant coach à Joël Bouchard qui a commencé cette saison. Puis il a pas... Non, c'est pas... ça fait pas sérieux. Non, j'aime bien Maxime Talbot, là, mais ça reste un gars de terrain. C'est comme Burroughs. Non, c'est pas ce niveau-là. Pas du tout. Donc, on verra dans les prochaines semaines où le Canadien, ou dans les prochains mois, où le Canadien ira. Quoi qu'il en soit, Jeff Gorton... Recruteur-chef aussi. C'est le recruteur-chef que j'ai hâte de voir. Très intéressant. J'ai hâte de voir quel gars ils vont nous dégoter parce que c'est un poste clé dans cette organisation-là. Ouais. Clé. Là, Steph, le temps file. Là, je voulais faire 1 heure. Ça fait plus d'1 heure. On a le temps. Tu n'as rien à faire ce soir, moi, toi? Moi non plus. Puis d'ailleurs, dans le chat, là, il y a des bons mots pour l'émission sur la NHL. Il y a Jean-Philippe qui dit un live NHL, mais quel pied. Pour vrai, on pourrait rester ici pendant 3 heures. Je pense qu'on aurait des choses à dire. Steph, on va parler du match que je commente samedi. Oui. Je vais être seul parce qu'il y a studio, donc je n'aurai pas de co-commentateur avec moi. Mais à 19h, si je ne me trompe pas, c'est Saint-Louis face à la Floride. Un bon match en perspective. Ouais. Les Panthers de la Floride, probablement, je dirais pas une surprise parce qu'on s'attendait à ce qu'ils soient une bonne équipe, mais l'une des meilleures équipes de la Ligue. Ah oui. Bon, là, ils ont ralenti un petit peu. Ils étaient partis très, très fort, un peu comme la Caroline. La loi de la moyenne les a rattrapés. Mais Alexander Barkov est blessé. Oui, exactement. Mais Huberdeau, c'est une équipe qui marque des buts spectaculaires. Cette semaine, ils sont venus au score. Ils perdaient 4-1 3e tiers. Je ne sais pas, il y a 2 jours, ils sont venus. Ils ont gagné le match 5-4 en temps régulier. C'est dommage que les spectateurs ne suivent pas en Floride parce que moi, je suis déjà allé voir des matchs en Floride à une certaine époque. Il n'y a personne. C'est une tristesse. C'est toujours le cas. Je disais, bon, ça marche pas. C'est un marché qui ne fonctionne pas, mais l'équipe sur la glace fonctionne. On a changé d'entraîneur par la force des choses. Kenville a démissionné pour le scandale qu'on connaît à Chicago. Et c'est toute une équipe de hockey. C'est une machine de hockey. Les Florida Panthers, je ne manquais pas ça, c'est intéressant. Bon, il faut regarder le studio aussi en même temps, parce que si je vends ton studio, si je vends ton match, je ne vends pas mon studio. Là. Non. Non, mais c'est qu'à moins que les gens aient 2 télés. Ils peuvent me regarder en différé, sinon. C'est vrai. Donc, choisissez, vous avez le choix. Soit vous écoutez Joe NHL, soit vous écoutez les studios. Vous pouvez zapper entre les deux, là, ceux qui ont l'abonnement, c'est ça. Entre les pauses aussi, là, exact. Je veux dire. Exact. Parce que moi, je pense que j'arrive à ma première pause, à mon premier entracte pendant le début des matchs de National League. Parfait. Donc, zapper, c'est parfait comme ça. Et Saint-Louis également, qui est une belle surprise encore cette année. Ouais. Vladimir Tarasenko, qui avait beaucoup de rumeurs de transactions, finalement reste avec l'équipe et semble redevenir le joueur qu'il était. Ouais, c'est une équipe très physique, une équipe très costaud, Saint-Louis, construit sur un modèle un peu comme Dallas, etc. Des équipes qui sont un peu revenues en arrière, un peu là dans. On parle que les petits joueurs avaient leur place en NHL, etc. Les finalistes, quand Dallas était finaliste, Saint-Louis qui gagne la Coupe, il y a beaucoup d'équipes qui ont revu leur plan. Là. On est revenu à des grands bonhommes là, qui sont durs à jouer contre. Hein? Il y a Jean-Philippe dans le chat qui dit « Sam Bennett fait feu de tout bois et déménageons les Panthers au Québec. » Mais ce serait bien une équipe à Québec. Moi, toi, t'es jeune un peu, tu l'as pas moi, trop je l'ai pas connu. Moi, je l'ai connu. Moi, j'ai connu les Nordiques. Écoutez, à l'époque, mon père avait tout le temps des billets, etc. Je suis allé des nombres de fois avoir joué
les Nordiques. Puis quand j'étais à l'université à Montréal, j'allais voir les Canadiens de Montréal. J'avais la chance d'avoir un papa qui était dans le business, qui avait des billets gratuits. C'était incroyable. J'ai des expériences. Les Canadiens nordiques là, de l'époque, c'était... Le Québec s'arrêtait. Hein. Je veux dire, quand ils jouaient Canadiens nordiques, là, la consommation d'eau entre les périodes augmentait, etc. Parce que les gens... Ils voyaient, je veux dire, les gens, tout le monde regardait ça. C'était l'événement, on en parlait 2 semaines à l'avance, on en reparlait le lendemain. Dans le temps des fêtes, il y avait des matchs canadiens nordiques. Moi, je me souviens, on a une famille nombreuse, on faisait des gros parties de Noël et tout. Puis il y avait toujours la veille du jour de l'an un match canadien nordique. Et moi, j'étais Canadien, il y en a qui étaient nordiques. Et puis, il y avait des fois la foire, comme on dit, la foire poignée. Là. J'aurais aimé vivre cette époque, mais là, on ne rentrera pas dans le débat nordique, retour ou non. Mais pour la NHL, c'est pas un très bon marché niveau télévisuel. Et c'est là où c'est ça le problème de Québec. Ouais. Parce que Québec, les Américains ne savent pas où c'est, premièrement, puis les Nordiques de Québec. Par contre, la patinoire, aïe. Oui. Parce qu'elle est belle. Je suis allé au Québec au mois de novembre, je suis allé voir des entraînements des Remparts le matin, là, prendre un petit café avec Patrick. Et puis, honnêtement, la patinoire, j'ai eu le temps, j'étais tout seul un matin dans la patinoire d'entraînement, là, dans 2 heures de temps. Là, j'étais partout. Puis il y avait un gars qui employait les Remparts, etc. C'est sensationnel. C'est vraiment magnifique comme patinoire. Elle est neuve, cette patinoire, elle est magnifique. Ouais. C'est incroyable. Et pour en revenir à Sam Bennett, lui, c'est un choix, je pense, 3e au total de Calgary. Il n'a jamais éclos au Canada. Il n'y a pas que Timmins qui fait des conneries. Il n'y a pas que Timmins. Mais en même temps, c'est pas tant une connerie parce que tu vois, maintenant qu'il est en Floride, trouve sa place. C'est ça. Il y a Nicolas qui dit Saint-Louis, c'est quand même incroyable, très constant depuis quelques saisons. Et j'ajouterais que Saint-Louis ont beaucoup de jeunes joueurs. Là, ils sont menés par Jordan Kyrou, par Robert Thomas, qui sont les 2 meilleurs marqueurs de l'équipe. En plus des O'Reilly, Shen, Tarasenko. Donc, c'est une très belle équipe à avoir joué. Je vous redonne le rendez-vous 19h sur MySports. Mais à 19h25, à 19h25, c'est quand même studio. Ensuite, on c'est ça, voilà. Exact. Comme si on était en compétition, les deux. Là, il y a beaucoup de questions. Enrique, les Islanders de New York sont aussi au top depuis quelques années, même si c'est difficile pour le moment, mais ça va venir. Optimiste, Enrique? Oui, parce qu'ils ont été bons les dernières années, c'est vrai, c'est une grosse déception. Mais attention, mais 2 fois de suite perdre de la même façon en même ronde en playoff, ça fait mal. La patinoire n'était pas prête au début d'année, puis ils ont joué sur la route tout le temps. Donc ça a été compliqué pour l'équipe. Ils ont une mauvaise fiche, là, vraiment un mauvais début de saison. Ils pourront sûrement pas récupérer pour participer aux playoffs, mais le style pratiqué par les Islanders, Barry Trotz, là, excuse-moi. Barry Trotz, meilleur entraîneur de la Ligue. C'est pas attractif. Non, mais il est efficace. Box +1, là, comme l'équipe suisse joue avec les mouvements juniors, excuse-moi, là, c'est chiant. Sébastien demande, est-ce que vous voyez Toronto aller loin dans les playoffs? Ils ont une sacrée équipe depuis plusieurs années. Ça passe Toronto playoffs, me semble c'est Toronto playoffs, ça va pas ensemble. Non, on est dur évidemment, mais les gars, ils ont ramassé l'année passée avec leur défaite. Là. Mais j'ai l'impression que ça passe ou ça casse. S'ils réussissent pas à aller loin cette année, Mitch Marner va certainement partir parce qu'il est pointé du doigt depuis longtemps. C'est un gars de Toronto en plus. Tu parlais de la pression. C'est pas facile à vivre. Eux, ils ont ramassé les deux. Là. Donc, j'ai l'impression qu'un jour ou l'autre, va falloir que ça bouge s'ils ne réussissent pas à gagner. Mais le Lightning de Tampa Bay ont gagné la Coupe Stanley après avoir perdu en première ronde, après avoir été balayés. Là, Toronto, ça fait plusieurs fois qu'on perd en première ronde. Peut-être qu'ils vont réussir à apprendre de ça. Ils ne se sont pas fait balayer, mais ils se sont fait remonter par le Canadien l'an passé. Ouais. On s'entend que le Canadien était chanceux. Il manque encore des éléments. Oui, il y a Morgan Riley, mais en défense, c'est pas encore une grosse défense. Devant le filet. Quand tu dépenses 45 millions sur tes 4 meilleurs joueurs, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Mais c'est une bonne équipe de saison régulière. Mais... on le voit. Bon, Marner a un début de saison so-so. Maintenant, mais là, ça se replace un peu. Matthews a marqué 3 buts hier soir. Marner, c'est un joueur extraordinaire, fabricant de jeu et tout. Mais dans les playoffs, pas capable de marquer un but. L'année passée, ils ont eu un paquet de chance. Les stats avancés étaient super bonnes de Toronto. Hein? On va gagner. Ouais. Hein? Mais c'est champion des stats avancés. Le DG est champion des... Mais je ne veux pas parler contre lui parce qu'il a pris mon fils au cœur. J'assume le temps de prolongation qu'on fait overtime. Petit jeu de mots. Steph, l'équipe suisse qui a nommé ces 29 joueurs qui allaient être au camp d'entraînement des M20. Évidemment, c'est un championnat qu'on présente ici sur MySports. Oui. Tous les matchs de la Suisse vont être présentés, parfois co-commentés aussi par Stéphane. J'équipe tous les matchs de la Suisse dans le tour préliminaire, je vais les co-commenter avec plaisir. 29 joueurs, c'est pas une équipe... c'est sûr quand on compare avec la liste qui a été sortie par le Canada hier et celle par la Suisse, c'est même pas comparable. Mais moi, ce que j'aime quand même de cette équipe-là, c'est que c'est une équipe
L'an passé, on misait sur de très jeunes joueurs en prévision de les garder quelques années. Et encore cette saison, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'éléments qui étaient là l'an passé. Peut-être que ça pourrait faire qu'il y a une progression dans cette équipe. Peut-être. C'est difficile à dire, évidemment. Parce que le talent, évidemment, est manquant encore. Ben, écoutez, on n'a pas la profondeur. On peut même pas se comparer aux grosses nations. Là. Je veux dire, le championnat du monde junior, le tour préliminaire, il y a les États-Unis, la Suède et la Russie, je crois. Il me semble. Donc ça, oubliez ça, là, à moins d'une surprise, un miracle. Il faut surtout éviter le... faut battre la Slovaquie. Donc ce tournoi-là, c'est intéressant, c'est super intéressant à suivre, mais la Suisse, il faut être honnête, est un peu un figurant là-dedans, comme la Slovaquie, comme l'Allemagne. Ils peuvent créer une fois une surprise un soir de pleine lune, une tempête de neige à Edmonton, j'en sais rien, mais... ça se résume à faut battre la Slovaquie dans le match contre la Slovaquie, il faut le gagner, il faut finir quatrième. Et puis, on peut perdre les 3 autres, on s'en fout. On finit quatrième, on joue contre le premier d'autres groupes. Merci, bonsoir, c'est terminé. Puis tout le monde va dire que c'est un succès. C'est un côté un peu ridicule, mais c'est ça. La différence est tellement énorme avec la Suède, la Russie, le Canada, j'en parle même pas. Les États-Unis, c'est peut-être pas la meilleure édition cette année, mais quand même, on est loin, mais très, très, très loin de ces équipes-là, évidemment. Mais ça reste un tournoi qui est intéressant. Les succès de la Suisse, ben c'est un match. Il faut que tu battes la Slovaquie, puis tout le monde est content. Si tu perds contre la Slovaquie, et puis tu te retrouves dans la relégation, là, tout peut arriver. Et la Suisse est là, est toujours là. Et avec les adultes, avec les vétérans, etc., c'est différent parce qu'on a quand même des joueurs qui ont joué à NHL, etc., puis tu peux... La différence n'est pas si énorme que ça. Les Suisses arrivent à figurer quand même parce que... Il y a les tactiques, etc. Mais chez les jeunes, c'est... Mais Steph, en même temps, j'ai le goût de dire, même peu importe le nom derrière le chandail, là, derrière le maillot, quand tu n'invites pas ton meilleur joueur suisse, mine de rien, Théo n'a pas été invité par la Suisse. Non. Et dans le top 15 des meilleurs pointeurs de la LHJMQ, s'en va sur sa meilleure saison en carrière à 31 points en 20 matchs, je crois. Au Canada actuellement, je veux dire, mine de rien, tu te tires un peu dans le pied et même pas prenant le temps de l'inviter. Ça, c'est des choix politiques. Oui, c'est de la politique. Mais reste que tu cours un peu après ton malheur. Écoutez, si c'est des choix qu'ils ont faits, pour eux, il est peut-être pas assez bon pour être là. Je ne sais rien, je ne sais pas comment. Écoutez, Théo leur avait clairement dit l'année dernière qu'il serait disponible cette année. Donc ça, c'est clair. Théo l'avait expliqué. Il a vécu son truc avec Hockey Canada. On avait bien discuté avec Raifeiner à l'époque. C'était clair. Raifeiner, j'avais dit, laisse-le vivre son truc avec le Canada. Voilà, donc il l'a vécu et il a clairement dit l'année passée aux dirigeants de l'équipe suisse. L'année passée, il avait dit, je ne peux pas y aller, les conditions ne me permettent pas d'y aller. Je ne sais même pas si je vais jouer un match de hockey jusqu'à Noël. Je ne peux pas me présenter au championnat du monde sans avoir joué un match à Noël. Et à un moment donné, puis il venait le repêchage, il y avait eu la déception du repêchage. On l'a appelé tout de suite. Il y avait une configuration d'événements qui faisait que l'année passée, c'était pas souhaitable pour lui qu'il soit là. Il ne souhaitait pas y aller pour différentes raisons. Et je comprends tout à fait son choix. Il l'a expliqué clairement. Il a dit, écoutez, cette année, c'est pas possible. La configuration, les quarantaines, je ne peux pas venir ici au camp parce qu'il avait demandé, il a dit, si tu ne joues pas là-bas, il faut que tu viennes ici faire le camp. 2 semaines de quarantaine là, 2 semaines. Au bout d'un moment, là, ça n'avait aucun sens, surtout qu'il ne savait même pas s'il avait joué. Donc, il leur avait dit, mais l'année prochaine, il avait averti Hockey Canada. Il a dit, je retourne avec la Suisse parce que Hockey Canada, il était sur la liste pour les U18, championnats du monde U18 qui ont été annulés de Canada. Il avait fait part au Hockey Canada que lui préférait, pour la suite de sa carrière, choisir l'équipe suisse. Il a dit, je serai disponible cette année. Ils ne l'ont pas convoqué. Voilà. Donc après ça, ils ont leur raison. Est-ce qu'ils... voilà. Donc pour eux, il n'a peut-être pas sa place dans cette équipe-là. J'en sais rien. Laisse-moi en douter. Quoi qu'il en soit, Steph, ça fait 1h30 qu'on est en live. Ouais. On va mettre fin à cet Overtime NHL, 2e épisode. Merci à tous d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Il y a eu beaucoup de commentaires également sur le chat. Évidemment, l'émission qui va être en rediffusion sur YouTube, également sur les plateformes en audio, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud à partir de demain. Steph, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. Merci également à Grégory Hoffman pour sa présence sur l'émission, son entrevue qui sera également disponible sur le web prochainement. On se dit à dans 2 semaines pour le 3e épisode d'Overtime NHL. Bye bye tout le monde. Bye bye.